Ravi de vous retrouver sur le plateau du Grand Canal. Bonsoir, chers experts. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous dire joyeux Noël. Connaissez Yann François Oudot, docteur Gaillet, puisque vous savez, on a raté notre émission de jeudi dernier. La faute à la police. La police républicaine qui semble avoir perdu son latin depuis peu, on ne sait vraiment pas pourquoi. Trouver désormais un interlocuteur au sein de la police républicaine au Bénin, tout sauf une sinécure. J'espère que ça va pouvoir changer un jour. Eh bien, on ne va pas trop s'attarder sur les trains en retard. Parlons des trains à l'heure. Nous allons vous parler avec vous ce soir, chers amis téléspectateurs, de l'influence. Le Bénin en influence, si vous voulez, les influenceurs du Bénin. J'en ai invité une belle brochette sur ce plateau et vous aurez le temps de le constater pendant les prochaines 90 minutes. Connaissez Yann François Aoudo, docteur Gaillet Bédi, je me suis rattrapé. Nous avons sur ce plateau, vous avez remarqué derrière vous, des influenceurs, des TikTokers, TikTokeuses, des Instagrammeurs. Vous avez mis une semaine pour m'habituer à ces nouvelles expressions, ces nouveaux buzzwords. J'espère qu'au cours de cette émission, on va pouvoir s'en sortir. Alors, selon vous, déjà pour commencer, Yann, c'est quoi un influenceur? C'est un mot qui veut tout dire et rien du tout à la fois. Ça commence bien. On est un influenceur quand on le veut, on est un influenceur quand on le décide, on est aussi un influenceur quand finalement c'est la société qui vous choisit. Pour faire bref, voyons surtout les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le monde, il ne se passe sur les réseaux sociaux. Et on appelle influenceurs des personnes qui ont une certaine visibilité, une certaine notoriété, une certaine crédibilité, de sorte que quand ils interviennent sur un point de vue, ce point de vue fait autorité. Voilà une façon de définir influenceur. Je sais que tu n'aimes pas trop quand on prend la parole pour très longtemps d'entrée de jeu. Donc je vais m'arrêter là pour commencer. Alors, j'imagine que ce n'est pas de votre époque, hein, Monsieur Aoudo, influenceur. Ça doit être très, très, très nouveau pour vous. Qu'est-ce que vous en savez? André, merci de me prendre pour une soubrette ridée, mais je ne suis pas encore identifié. Non, je ne sais pas dire qu'il est has-been, mais bon. Je crois qu'il a dit l'essentiel, mais intéressons-nous un peu, même si tu penses que ce n'est pas de mon époque, au mot, de par son étymologie, influencer, c'est amener à agir. Agir sur et amener à agir, conduire vers tel ou tel sens. Et comme il a dit, pour pouvoir réussir à le faire, il faut quand même avoir une certaine posture, avoir une certaine notoriété peut-être, avoir un style de vie qui puisse plaire aux gens, ainsi de suite. Je crois que c'est ça qui doit définir ce qu'on doit entendre par influenceur. Maintenant, comment est-ce que cela se fait, comment le devient-on, peut-être nous allons le comprendre davantage au cours de l'émission, et savoir si tous ceux qui se font passer pour des influenceurs, quelque part aussi, ne se réduisent pas à se contempler dans leur miroir. Ouais. Voilà. Docteur Karen Gaillet Bédi, vous, je vous considère comme une influenceuse. Vous êtes très connue, vous êtes dans le milieu universitaire aujourd'hui, vous êtes très sollicitée, grosse cliente des médias. Est-ce que dans les recherches que vous avez pu faire avant de venir sur ce plateau, vous pouvez être considérée comme telle, comme une influenceuse? Merci André, mais je dirais non. Je ne suis pas une influenceuse. Quand on prend dans le contexte du numérique et du réseautage, je ne pourrais pas dire de flanc que je le suis parce que nous partons certes du statut et de la position sociale de ces personnes-là, mais c'est beaucoup plus des personnes qui ont un train de vie très spécial, qui ont un fonctionnement médiatique spécial, parce que c'est des personnes qui exposent des côtés de leur vie, des personnes qui accompagnent le marketing digital beaucoup plus, et c'est des personnes qui amènent, ils ont un espace de flowers donné. Et c'est sur cette base-là, c'est cet environnement-là qu'ils essaient d'entretenir, du côté du consommable ou non. Et chaque jour, ils sont habilités à faire des posts, à envoyer des photos, à faire du commercial aussi pour ceux qui ont des marques de marketing, dans le contexte du marketing, à faire du commercial ou à booster des gens selon le train de vie qu'ils idéalisent. Mais quand on me prend moi, je peux me retrouver beaucoup plus dans la position du coach et non de l'influenceuse. Parce que quand... Ça fait une nouvelle terminologie, coach.
Parce Et que non tout de à l'heure, l'influenceuse. On va voir si influenceur est forcément coach. Est-ce qu'un coach influence, ainsi de suite. Est-ce qu'un influenceur impacte. Est-ce qu'un impacteur est un motivateur. Aujourd'hui, là, tu es venu avec les gros mots. Hein. J'espère que Dr Ma aussi va nous rejoindre en cours d'émission. Lui qui a vraiment le lead sur ces préoccupations-là pour davantage nous aider à comprendre. Mais je vais m'intéresser à un acteur dans le public. Il s'agit d'Aaron Akinocho. J'ai découvert au cours de mes recherches qu'il est un journaliste surtout. Lui-même, il ne se dit pas influenceur, mais j'ai observé qu'il embête beaucoup les influenceurs ou ceux qu'on considère comme tels sur les réseaux sociaux. J'ai lu une de ses publications où il estime que, en réalité, le monde est triste parce que les gens se contentent de 3 secondes d'attention de followers, de suiveurs, et pensent que, bon, ils sont arrivés, et pensent même que c'est un bal masqué que nous vivons. Selon vous, est-ce que sur ce plateau, est-ce que vous partagez déjà la définition que mes experts se font de la terminologie influenceur? Bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, sauf que je trouve que c'est un peu incomplet parce que je pense qu'on manque un peu de contexte. Alors, l'influenceur, il faut le dire d'abord, c'est un produit qui est né du marketing. Parce que les marques, pendant longtemps, communiquaient directement avec les clients via les canaux classiques, la télévision, tout ça. Et les réseaux sociaux sont venus bousculer tout ça. Donc, alors, ces marques, comment est-ce qu'elles communiquent avec ces gens-là? Ce n'est plus de la communication directe parce qu'aujourd'hui, pour faire un achat, on préfère prendre une recommandation, aller voir quelqu'un. Donc, en fait, ils ont trouvé ces relais-là auprès du public qui sont des visages humains qui vivent une vie fantasmée ou réelle, parce que ce n'est pas vraiment ça. Et donc, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui influencent les autres pour les emmener à faire des achats. Donc, il y a un critère qu'on a oublié peut-être de citer dans ce qu'est un influenceur, c'est la communauté. Parce que je pense autant l'autorité, je ne suis pas tout à fait sûr que les gens qui jouent l'autorité parlent, mais un influenceur, c'est d'abord quelqu'un qui a une communauté, c'est quelqu'un qui est suivi et qui potentiellement peut emmener à adopter un comportement d'achat. Donc je pense que c'était plutôt peut-être ça qu'il faut ajouter. Donc sinon, à part ça, ça va. D'accord. Est-ce que de ce point de vue, vous considérez vous-même comme un influenceur? Et puis sinon, pourquoi pas? Non. Moi, je suis un journaliste, je le dis tout de suite. Je suis un journaliste. Vous n'avez pas une communauté? Oui, j'ai une communauté, mais je ne l'ai pas appelée. Dans le marketing. Puisque dans sa définition... Il n'est pas dans le marketing. Non, Aaron veut jouer le modeste. André, je tiens à préciser, un influenceur, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un influenceur. C'est quelqu'un dont les positions impactent la société. Il veut beaucoup insister sur l'aspect commercial, mais restons ici, par exemple, dans le militantisme. Aaron parle beaucoup de féminisme. La voix de Aaron compte sur la question du féminisme. C'est un influenceur au sens propre du terme. C'est pour ça qu'il parlait de Heureusement, j'ai la contexte. chance de connaître à peu près tout ce beau Un monde. homme féministe, ça court pas les rues déjà. Par exemple, Quand je dis qu'il est dégameur, j'allais dire Les qu'il gens était un ne le font pas. influenceur sur la question du féminisme. Voilà, un influenceur sur les questions du féminisme. Voilà. ce n'est pas non plus un procès de Aaron. Hein. Voilà. Alors, je vais écouter Dada Goto maintenant, passer le micro. Merci beaucoup. Alors, Dada Goto, vous êtes très célèbre. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes influenceur ou si c'est parce que vous faites dans le milieu du showbiz. Qu'est-ce qui peut expliquer cette popularité que vous avez? Est-ce parce que vous êtes influenceur? Je fais la question comme ça. Bon, je pense que théoriquement, je ne vais pas revenir sur la définition de l'influenceur. Oui, ça vous convient? Ça a été déjà relayé par tout le monde ici. Mais moi, à partir du moment où des gens me contactent, d'accord, des réseaux de téléphonie me contactent, des sociétés d'assurance me contactent pour utiliser ma page comme relais d'information contre rémunération, j'estime qu'ils considèrent, vu que c'est des gens qui ne donnent pas leur argent au hasard, je considère que je suis un influenceur. Même si je n'ai rien fait pour ça. Même si je n'ai rien fait. Un instant, on va le laisser finir. Oui. Même si je n'ai rien fait pour ça. Parce que Il est jusqu'à sûr? aujourd'hui, j'ai qu'un compte Facebook. Et la page que j'ai créée, je ne l'ai jamais animée, mais elle a déjà plus de 15 000 followers. Et je sais que des gens, au jour le jour, animent des pages pour avoir ce nombre d'abonnés, mais ne l'ont pas. Je sais que des gens m'attendent sur ma page, mais ils ne m'auront pas. Parce que je ne veux pas me considérer comme influenceur. Je ne fais rien pour cela. Il y a des réactions sur ce Maintenant, plateau. si je dois gagner de l'argent
dedans, je ne refuse pas l'argent qui vient à Ça, moi. c'est du vol. Bon, d'accord. Oui, François Oudot. Non, en fait, je m'inspire un peu de l'intervention qui a précédé la sienne et de ce qu'il vient de dire aussi. J'ai entendu le mot communauté et autres. J'ai entendu 15 000. À partir de quel seuil, en termes de communauté, peut-on considérer quelqu'un comme un influenceur web? Ça m'intéresse. Il y a des gens forcément qui ont une réponse sur ce plateau à cette question. Je vais profiter. Oui, il faut donner le micro à Nelson Amoussou, M. Nelson Amoussou, qui travaille dans une agence qui utilise beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens en tout cas considérés comme tels. Il aura forcément une réponse technique sur la question. Merci pour l'invitation déjà. Bon, déjà, quand on parle d'influenceurs, il y a 3 grandes catégories. Les nanos, les micros et les macros. Et en fonction de chaque catégorie, il y a un nombre d'abonnés qui permet de faire partie de cette catégorie. Déjà, quand on prend les nano-influenceurs, c'est entre 500 abonnés et 100 000. Déjà, à partir de 501, tu peux être considéré comme un nano-influenceur. Alors, si je suis sur ma page Facebook, j'ai plus de 5 000 amis. Non, plus de 500. Alors, je suis un nano-influenceur, Oui, c'est ça? Techniquement. Rien que pour ça? Oui. Enfin, maintenant, tout dépend de ce que vous faites de votre communauté. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les followers. Il faut savoir, comment je vais dire, monétiser. Oui. Savoir relayer les informations. C'est ça, tous ces petits l'intérêt. paramètres. Donc, je disais que déjà, les nano-influenceurs, ils sont entre 500 et 100 000. Ouais. Les micros, ils sont entre 5 000 et 30 000 followers. Donc, ça fait un peu plus. Ça fait quand même une grande marge, en fait. De 5 000 à 30 000, il y a un grand nombre. Juste après, on a les macros. Eux, c'est de 30 000 à, si je ne me trompe pas, 700 000 followers. Donc ça, c'est 3 grandes catégories qu'on a. Et bon, après, on va dire qu'à Cotonou, enfin au Bénin, je pense qu'on est plus dans les... On a jusqu'à des macros. On a des macros. Des macros tout à l'heure, j'ai prévu justement une question sur le Bénin, le cas spécifique du Bénin. Est-ce qu'on a des influenceurs au Bénin? Qui sont-ils, par exemple? Lesquels, par exemple, on pourra les citer? Je sais que j'en ai invité qui sont des influenceurs, de vrai. J'ai raté Axel, qui est en déplacement, mais je vais lui donner la parole tout à l'heure pour ceux qui sont sur le plateau. Sur la définition, qu'est-ce qu'on a manqué de dire? Quel élément manque à notre définition de l'influenceur? Bon, je pense que toutes les définitions se sont je veux dire, complétées. Voilà, ont convergé, on est allés tous dans le même sens. Mais pour rajouter, je dirais que déjà, un influenceur, c'est quelqu'un qui, de par sa position ou sa couverture médiatique, peut servir de relais d'information dans le but d'influencer les habitudes de consommation dans un but, ça peut être lucratif, social ou humanitaire. Parce qu'il n'y a pas que le marketing, il n'y a pas que vouloir vendre des produits. On peut vouloir servir d'autres causes. Donc, c'est un peu ça. Le micro s'il vous plaît, il faut mettre le micro à Sonia. Alors, non, Sonia, il faut ôter le masque pour parler. Oui, c'est ça. Alors, déjà, je crois qu'il y a une certaine inculture du mot. Quand tout de suite on parle d'influenceurs, les gens sont très limités. Ils pensent aux filles qui vont à Dubaï, ils pensent aux hommes qui ont une vie de bling-bling, mais c'est faux. C'est faux. L'influenceur, il y a des personnalités publiques qui ne sont pas influenceurs, malgré qu'ils aient une grande communauté. Il y a des stars qui ne sont pas influenceurs. Il y a la personne lambda, sortie de nulle part, qui peut influencer sur toute une communauté. Et je dis, il y a des influenceurs politiques, il y a des influenceurs économiques, il y a des influenceurs motivateurs, il y a des influenceurs même que vous retrouvez dans la catégorie des porteurs de maladies génétiques et qui influencent toute une communauté par leur manière de se battre. Comment peut-on considérer qu'un personnage public, je suppose une personnalité politique, n'est pas influenceuse? Ah non. Je suis personnalité publique, je suis personnalité politique, ne veut pas dire que je suis influenceur. Parce que l'influenceur, vous avez déjà eu toute la signification et ça n'a pas vraiment trait avec le marketing. C'est le contenu,
c'est le trafic. Alors, André Dossa, je suis journaliste, il est connu, etc. Bon, il a une communauté, d'accord. Je ne suis pas influenceur? Non, vous n'êtes pas influenceur. Mais c'est réducteur. Comment vous me sous-estimez? Qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'on me considère? Tu es une personnalité publique, tu n'es pas un influenceur. Il faut que vous ayez une ligne de branding image. Il faut que vous ayez du contenu quotidiennement. Ça dépend, 3, 4, 5. Il faut que vous ayez votre niche. Parce qu'il faut quand même avoir une niche. Quand on vous appelle influenceur, il y a des gens qui n'aiment pas aujourd'hui porter le titre influenceur parce qu'on tire à boulet double sur les influenceurs. Alors que des gens en vivent, des gens payent leurs factures rien qu'à cause de leur exposition numérique. Puisque c'est une plateforme numérique, l'influenceur aujourd'hui, en communication traditionnelle, c'est ce qu'on appelle personnalité publique, à force d'être présent sur Internet, sur la télé, la radio et tout. Les Huawei, c'est des personnalités publiques. Mais l'appellation parallèle, numériquement parlant, pour ces personnes qui sont très actives, c'est des influenceurs. Et des influenceurs qui sont sollicités, non pas seulement pour des campagnes marketing, il y a aussi des acteurs politiques, c'est-à-dire que le gouvernement même peut vous appeler parce que vous êtes influenceur pour que vous vous prononcez sur un sujet ou que vous relayez une publication parce qu'on sait que vous avez une communauté qui est leur cible, en fait. Et vous êtes payé pour ça. Un instant, s'il vous plaît. Je veux qu'on suive une petite vidéo. D'accord, gardez le micro, il n'y a pas de problème. On va suivre une petite vidéo. Si Augustin est en accord, en harmonie avec nous, sur toujours les influenceurs. Augustin, notre premier élément témoin. À raison de 3 publications minimum chaque jour, Nabila engrangerait donc, rien que pour ses vidéos de placement produit, près de 18 000 € par jour, soit 400 000 € par mois. Il y a eu plusieurs sources qui ont évoqué des tarifs de 5 000 à 6 000 € par publication. Mais encore une fois, on parle d'une publication dans une stories. Et des stories, il y en a des dizaines par jour parfois. Donc ça peut monter très très haut. Ce salaire serait un minimum mensuel pour l'influenceuse. Car Nabila a d'autres sources de revenus. En plus de ses vidéos, la star des réseaux poste une fois par semaine une photo sur sa page. Un contenu plus glamour, un visuel plus léché que ses vidéos de démonstration. Chaque publication est facturée aux alentours de 7 000 € la photo. 2 types de contenus et 2 solutions pour engranger des milliers d'euros en quelques heures à peine. Quand on voit ce que Nabila gagne, je trouve que c'est invraisemblable et pas justifié. Parce qu'en fait, elle travaille quand même très très peu. Et honnêtement, je n'appelle pas travailler, mettre une photo avec un sac ou avec un produit de beauté. Aujourd'hui, j'ai des gens, ils font médecine et ils font 10 ans d'études et ils gagnent 3-4 000 balles par mois après des années d'études où on te dit c'est la voie royale, c'est faire médecine, ils ont passé des concours, ils ont fini dans les premiers. Et t'as des meufs qui montent leur cul sur Instagram et elles prennent 40-50 000 balles par mois. Et de plus en plus tu vois ça et je suis comme tous les parents, je suis démuni. C'est quoi le juste milieu ? C'est quoi le juste milieu dans cette société où on valorise de plus en plus le paraître, le manque de travail, tout de suite. Il faut être malgré tout compétitif. T'as envie de les protéger des réseaux sociaux, mais aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est l'outil de travail quasiment le plus important, tu vois, Voilà, retour sur ce plateau, vous avez suivi cette petite vidéo, je vais vous relancer dans un instant, mais monsieur Eric Bolo avait le micro. Je rappelle que c'est Mayadi TV, cette page Facebook très célèbre, oui. Ok, je voulais rebondir sur ce que Sonia disait tout à l'heure. Lorsque vous êtes influenceur, il faut avoir un positionnement. Ouais. D'accord ? Et ce n'est pas comme en médecine où on peut être généraliste et autres. Ici, quand vous êtes influenceur, il faut avoir un positionnement et créer du contenu pour la communauté que vous avez. Donc, il faut créer le type de contenu que votre communauté veut. Maintenant, on peut être influenceur et ne pas vouloir vendre forcément son image. Je prends mon cas. Personne ne me connaît. Moi, quand on parle d'influenceur, personne ne connaît Eric, mais beaucoup connaissent Mayadi TV.
Je n'ai pas voulu mettre en avant mon image parce que j'avais peut-être d'autres fonctions qui ne permettaient pas que je mette en même temps mon image devant sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un média social. D'accord, ce qu'on appelle, on va en revenir là tout à l'heure, mais ce qu'on appelle les nouveaux médias. Et c'est en restant derrière ce média que je deviens influenceur. Moi, j'accepte le thème avec le média. Donc, je deviens influenceur, je crée ma communauté, d'accord, et j'influence cette communauté et j'ai eu mon positionnement dans le domaine du showbiz, dans le domaine de la musique, et j'influence ma communauté dedans. Donc, lorsque vous êtes influenceur, vous devez avoir un positionnement, comme ça, votre communauté saura où vous suivre. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à Sonia. Merci beaucoup, M. Eric Bolo, de My Additive. Alors, Régis, qui influence un influenceur et comment le fait-il? C'est vrai, on a fait beaucoup de définitions, on a appelé... Comment... Alors, je pense qu'on a déjà eu un certain nombre d'éléments. Ouais. L'influenceur, c'est quelqu'un qui doit être considéré pour moi comme un prescripteur. Lorsqu'il dit quelque chose, sa voix, son message a autorité. Mais attention, dans son domaine. Parce que de tout ce qui a été dit, pour moi, il y a deux notions qui sont importantes. C'est la communauté et le contenu. Si moi, sur ma page, je parle de politique, personne ne va m'écouter. Je vais avoir quasiment zéro engagement. Parce que ma communauté n'attend pas ça de moi. Ça m'est déjà arrivé de parler, pas de politique, mais d'autres sujets que du leadership et de l'entrepreneuriat, alors que théoriquement, je ne parle que leadership et entrepreneuriat. Mais lorsque je dévie un peu pour tester, parce qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui cherche toujours, il y a la jauge, et il essaie toujours de comprendre sa communauté. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Que veulent-ils? À quelle heure ils veulent que je poste? À quelle heure ils sont plus réactifs? Pourquoi ils préfèrent que je poste les mardis? Il y a énormément de travail derrière. Comment maîtriser toutes ces données? Grâce aux outils qui existent sur les plateformes. Bon, moi, par exemple, je suis plus actif sur Facebook et LinkedIn qu'ailleurs, donc je sais où est-ce que je peux aller voir les statistiques et tout ça. Je sais qu'elle va être très active sur Instagram et qu'elle regarde ses statistiques, que la plupart des gens qui sont sur ce plateau, d'une manière ou d'une autre, regardent leurs statistiques et qu'ils produisent du contenu. Moi, je ne sais pas comment ça se regarde. Parce que tu devais un influenceur. Ça va de ton époque. Il me retourne à la monnaie de ma pièce. Si tu déposes un petit billet, on va te montrer comment faire ça. Est-ce que vous avez déposé un billet avant d'avoir votre communauté? Alors, j'ai déposé un billet comment? Le temps, c'est de l'argent. Ça fait des années que j'essaye de comprendre comment fonctionnent ces outils et ces plateformes qui n'arrêtent pas de changer, dont les algorithmes changent tous les jours, et vous devez vous adapter au changement des algorithmes parce que, quelque part, nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes dépendants de la façon dont les algorithmes fonctionnent. Il y a des mots sur Facebook, lorsque vous les intégrez dans une publication, vous avez tout de suite beaucoup plus de portée organique que d'autres mots. Bon, ça, ce n'est pas nous qui avons la main dessus. Donc, moi, ce que je voudrais dire pour finir là-dessus, c'est qu'il faut comprendre que ces termes-là d'influenceurs ou de coachs qui sont aujourd'hui plus ou moins entremêlés et qui sont galvaudés, malheureusement, ce sont des termes qui ont tout leur sens à la base et qu'on peut comprendre au sens étymologique, comme c'était dit au début. Un influenceur, c'est quelqu'un qui influence. Un coach, c'est quelqu'un qui entraîne, qui permet à quelqu'un d'avancer. Quand je prends le cas de Jara, si Jara parle d'art oratoire et de domaines connexes, aujourd'hui, dans notre communauté virtuelle, béninoise et même ouest-africaine, parce qu'il est dans d'autres pays aussi, il a autorité. Si Eva parle de tourisme, elle a autorité. Si Josué parle d'humour, il a de l'autorité. Pourquoi? Pas à cause du nombre. Parce que tout à l'heure, on a eu une classification. Moi, je suis un peu contre les classifications. Généralement, pourquoi? On a dit, à partir de tel nombre d'abonnés, tu es un nano, tu es un micro, tu es un macro. Ces nombres ne sont pas toujours contextualisés. Ce sont des nombres qui sont dans l'industrie de façon générale, qui correspondent peut-être aux pays développés ou au Nigeria. Un Nigérian qui a 10 000 abonnés, ce n'est pas pareil qu'un Béninois qui a 10 000 abonnés. Parce que 10 000 abonnés à Lagos, ce n'est absolument rien. Je dis même juste Lagos. Mais quelqu'un qui a 10 000 abonnés actifs au Bénin, c'est déjà beaucoup. Donc, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est l'engagement. Est-ce que votre communauté vous suit? Est-ce que aussi je dis demain, achetez ce nouveau portable de telle marque, ou alors allez vous faire vacciner? Est-ce que les gens vont me suivre parce que j'ai autorité dans tel ou tel domaine? Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas un influenceur. Ce n'est pas le nombre qui compte. Voilà. Et alors, je voudrais demander d'ailleurs à Mira,
Est-ce que vous vous considérez comme une influenceuse? Vous avez une communauté, j'ai suivi un peu votre page. Est-ce que vous vous considérez comme une influenceuse? À vrai dire, non. Pourquoi? Franchement, je ne me considère pas encore comme une influenceuse. Pourquoi? Déjà, à la base, moi, les réseaux sociaux, c'était pour m'amuser pendant les temps libres. Et apparemment, les gens aiment. Mais je ne peux pas m'appeler influenceuse parce que je dois atteindre un niveau donné. Je dois avoir autant d'influence. Je dois avoir... En fait, j'ai des critères propres à moi avant de m'appeler influenceuse. Est-ce que vous dites que vous voulez atteindre un niveau donné, c'est-à-dire quoi? Vous ne gagnez pas assez pour le moment, c'est ça? Déjà, est-ce que vous gagnez déjà? Bien sûr. À travers... Vous monétisez votre Oui, il y a page. des entreprises, des boutiques qui Il y a des marques m'appellent qui vous pour sollicitent. parler de leurs produits et tout. Voilà. Vous gagnez combien par publication? C'est pas un peu trop demandé. Non, nous ne sommes pas béninois. On ne va pas vous voler ça. Pas d'intervalle. Parle plutôt d'intervalle, ce sera plus facile. Bon, à peu près. Voilà, la fourchette. La fourchette, c'est mieux. Bon, entre 50 à 100. Pas publication. Oui, merci, c'est une information. Oui. Est-ce qu'à partir de ce seuil, on peut commencer par dire que le numérique a généré un nouvel emploi? Oui. Si, on va en parler tout à l'heure. On va leur demander si c'est un nouveau métier. Alors, je vais demander. J'ai vu que Madame Schmutz, c'est ça, Schmutz, vraiment, je vais y arriver. Il faut beaucoup m'excuser. J'ai vu que vous avez plus de 40 000 abonnés sur Instagram. Ça veut dire que vous devez gagner beaucoup plus. Je pense que oui, ça dépend parce que l'influenceur, il met sa grille tarifaire en fonction aussi de l'engagement, c'est-à-dire le travail qu'il a pris, les années qu'il a pris. Vous avez une grille tarifaire? J'ai une grille tarifaire. Ah, d'accord. J'ai une équipe. C'est une entreprise? J'ai une entreprise. Et ça dépend vraiment du niveau de l'influenceur. S'il commence, il a 10 000 abonnés, ça commence toujours très petit, très comme ça, où c'est d'abord des échanges de services, c'est-à-dire la marque te contacte ou tu prends le devant et tu contactes la marque et tu lui proposes, monsieur, madame, telle entreprise, j'ai tel nombre d'abonnés, j'ai tel taux d'activité, j'ai tel pourcentage d'engagement et j'aimerais quand même apporter de la visibilité à votre entreprise et je demande en échange votre produit. La marque, si elle veut ou pas, vous l'accorde, ça peut être une nuit dans un hôtel, ça peut être des échantillons gratuits, ça peut être des services gratuits, un abonnement gratuit pour MTN par exemple, et ainsi de suite. Et maintenant, au fur et à mesure, l'influenceur qui est entre griffes aussi, en quelque sorte un entrepreneur, parce qu'il fait une grille tarifaire, c'est-à-dire pour tel nombre de photos, tel nombre de travail que je vais faire pour vous donner de la visibilité, je demande tel prix. Et ce prix inclut, ça peut être un exemple, mon forfait Internet à moi, l'équipe avec qui je travaille, la personne qui me prend des photos, le matériel que j'ai acheté au fur et à mesure parce que c'est du contenu. Donc du contenu signifie téléphone, appareil photo, micro. Enfin, on ne s'imagine pas l'étendue que ces nouveaux métiers-là donnent, quoi. Donc oui, au fur et à mesure, tu crées ta marque, tu crées ton image, ton branding et tu crées ton entreprise. Et maintenant, moi, je peux dire que j'ai une grille tarifaire. J'ai une équipe vers qui je te demande d'appeler parce que je ne peux plus gérer personnellement. Donc, vous appelez tel service vous donne telle information. Mon équipe se charge de faire tel poste. Moi, je me charge à la fin de relayer avec mon image. Et ainsi de suite, quoi. Voilà. Vous allez passer le micro à Yenalia, que moi, personnellement, j'ai découvert sur TikTok. Il m'arrive d'y aller quelques fois. Comme quoi, je suis... Non, pas du tout. Je m'actualise. Je m'actualise. Alors, non, mais une anecdote. Le jour où on m'a incité à créer une page TikTok, j'étais assis dans mon salon, alors j'ai fait une vidéo, d'accord? Et je répétais, il y a des trucs qu'on répète souvent sur TikTok, là. Je ne sais pas à quel moment j'ai envoyé. Pour moi, je n'ai pas envoyé. Le lendemain, un ami m'appelle et me dit, toi, tu n'as pas honte. C'est ce que toi... C'est dépassé, en fait. Bref, donc on essaie de s'actualiser, on essaie de mettre au pas. Mais j'ai découvert la petite Yenalia sur TikTok qui faisait la promotion de la culture Mari. Et ça m'avait beaucoup plu. D'ailleurs, beaucoup de monde l'ont apprécié. Et puis, j'ai remarqué qu'après, elle allait plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que Yenalia est une influenceuse? Je vais aller en ma langue locale. Oui, à l'aise. C'est relax ici. Oui, on y va, on va voir.
Mais si c'est le mari, je crois qu'on va être très limité, le nombre de... Pourquoi les favelas sont beaucoup. Allons-y. C'est pas totalement différent du fond. Oh oui, je sais. Allons-y, on va voir déjà. Pas un mari dur comme les collines. Quelqu'un a dit un mari grégaire. On y va, oui. Et on a une influenceuse. Donc, tout à l'heure, que genre, mi mommy. Donc, ça veut dire que on peut toucher mais de côté de on peut atteindre le niveau de mon Dieu peut toucher beto que gerofi. Donc on va dire mais nabide tout mi autour que nous nomblo et neton donc on a donné une influenceuse. Mais d'abord bon, je vais virer en français. Oui, allons-y. OK. Pour moi, l'influenceuse ou l'influenceur, c'est quelqu'un qui arrive à influencer d'une certaine manière et une communauté donnée, dans un domaine précis. Donc, voilà. Et il peut arriver que l'influenceur varie ses contenus pour pouvoir... parce que tout le monde ne peut pas aimer une seule chose. Tous n'aiment pas une seule chose. Donc, ça peut arriver de varier, voilà et tout. Mais à part ça, l'influence, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un gagne-pain. Ça nourrit certaines personnes. Ça habille des personnes de la tête aux pieds. Ça vous nourrit? Ça me nourrit très, très bien. Ah ouais? Vous gagnez combien par mois à peu près? Bon. Josué la regarde. Avec... Josué, il ne faut pas l'intimider. Il ne faut pas l'intimider. Il ne va pas m'intimider. Ah d'accord. Mais je peux vous estimer. J'ai commencé avec ce truc. Les gens m'ont découvert il y a à peu près 4 mois ou 5. Voilà. Et je peux vous dire que sur cette période, j'ai eu à gagner près d'1 million. Parce que tu es aussi une belle plus. Ou plus. Yann. Donc, Yann. Josué, on peut remettre le micro à Josué. Comme lui veut empêcher les gens de parler, remettez le micro. Hein? Oui, non, tout à l'heure. Pourquoi? Je vais la relancer. Mais pourquoi? Yann. Alors, mais pourquoi? Prenez le micro. Oui. Alors, influenceur, comédien, motivateur, comment vous vous définissez? Ça dépend. Hein. Ça dépend. Régis, on va écouter. Sinon, il va vous clasher. Tu as dit influenceur, motivateur. Oui, comédien. Influenceur, motivateur. Motivateur, là, faut enlever ça là d'abord. Motivateur, là. Oui. Parce que moi, je me réveille à midi, je ne sais pas si je peux motiver quelqu'un. Influenceur, oui. Comédien, oui. Parce que influenceur, oui. Parce que les gens ne savent pas le travail qu'il faut avant de poster une vidéo. Quand tu postes une vidéo, quand tu postes 3 vidéos, et la vidéo qui est au milieu fait 1 million de vues, les deux qui sont à côté font 2000 vues, c'est que tu te mets en souci. Tu dois aller voir les statistiques, tu dois aller voir quel âge, quel pays qui a commenté, lire chaque commentaire. Il y a d'autres qui disent, ceux qui lisent les documents, disent qu'il ne faut pas lire les commentaires quand tu es influenceur. Mais c'est faux. Parce que tu travailles une fois, en quelque sorte, tu crées du contenu pour ceux qui te suivent. Et il y a aussi les influenceurs, il y a aussi les créateurs de contenu. Genre, si je me mets à sauter, chaque matin je me lève, je saute et j'ai 2 millions d'abonnés, c'est différent de celui qui écrit un texte, écrit un scénario, écrit un truc proprement et fait pendant un temps donné avant de poster. Quelle est la différence? Et quel est l'idéal? Les gens souvent, disons plus de 60%, je n'ai pas les statistiques, pardon, je donne seulement. Plus de 60% des gens vont sur les réseaux pour voir un truc nouveau, voir un truc qu'ils n'ont jamais vu, un truc différent. Donc, quand lui, il allume son téléphone, il voit un gars qui se met debout, il se saute seulement, il saute. Genre, pour lui, c'est bizarre, mais bon, ça le fait sourire, il va mettre j'aime. Il s'abonne pour voir ce qu'il va faire le lendemain. Le lendemain, le gars fait la même chose, le gars, il ne fait rien. Le 3e jour, il va encore là-bas pour aller voir. Il va encore sauter. Il va encore sauter parce que c'est ça qu'il a fait, les gens, mais il continue de faire ça. Donc lui, c'est un créateur de contenu, il fait ça seulement, pas un influenceur. Lui, il ne peut pas se lever un jour et dire, le jour il ne saute pas, c'est qu'il n'aura pas de vue. Parce que lui, le jour il va dire aux gens à aller payer tel téléphone, comme monsieur l'a dit, les gens ne vont pas aller le faire parce que les gens ne le connaissent pas sur
ce truc-là. Diarra Moussa Soumanou. Merci. Merci quelqu'un a dit tout à l'heure que vous êtes un coach. En tout cas, que c'est sur ce terrain-là qu'il faut aller vous chercher. Oui. Nous avons réservé pour vous la question de savoir si vous êtes influenceur, coach, impacteur, motivateur, ainsi de suite. Je voudrais d'abord intervenir sur ce que mes prédécesseurs ont dit pour dire que réellement, au Bénin, nous avons du mal à nous accepter en tant qu'influenceurs. La plupart de ceux qui sont intervenus... On l'a constaté, hein, oui, Mira n'a pas pu assumer. Oui, c'est ça la réalité. Même Dada Gotor, non, je ne suis pas influenceur. Et pourtant, il reconnaît profiter de sa page. Il influence des gens sans effort. Hein. Dada Gotor, là, depuis mon enfance, je sais que ce nom-là... C'est un provocateur et les gens le lui rendent bien. Les derniers événements en témoignent. Oui, on écoute Diarra. En réalité, c'est une question de catégorisation ou de positionnement. D'accord? Quand moi je fais une vidéo, par exemple, et que j'ai 5000 vues, c'est déjà une réussite pour moi. Oui. Parce que c'est difficile de faire de l'encadrement que de faire de la comédie. Quand je prends Josué, par exemple, et il a 5000 vues, ça, il doit tomber malade, c'est sûr. OK? Il ne pourra pas l'accepter. Et je reviens pour dire qu'au Bénin, on a du mal à nous accepter en tant qu'influenceurs. J'organise... des fois, je fais venir des coachs à l'extérieur pour organiser des grands événements. Je me rappelle, j'avais demandé à mon équipe d'organiser une rencontre, comme on fait des conférences de presse, d'organiser comme ça une rencontre avec les influenceurs. Alors, on a fixé une date, on a pris la salle à Zalaï Hotel et tout. Mais André, il y a une seule personne qui est venue. Malgré que nous avons distribué des invitations, parce que d'abord, mon équipe m'a dit qu'il n'y avait pas d'influenceurs au Bénin. Et je dis, il y a d'influenceurs. Parce que si je fais un statut WhatsApp et que j'ai déjà 300, 500 vues, c'est des gens qui sont venus regarder de plein gré. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont attachés à ce que je fais. Et donc, réellement, nous avons le devoir de nous accepter comme tels et de faire vivre réellement ce métier-là, cette profession comme tout autre. Moi, je ne suis pas influenceur, je suis coach parce que, au-delà de ma formation de journaliste, j'ai décidé donc de me faire former également pour devenir un coach certifié. Et donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de l'encadrement sur le leadership, sur l'oratoire. Et donc, c'est ce que nous faisons à plein temps. Vous voyez? Et donc, quand tu m'appelles coach, je le suis parce que non seulement j'ai suivi la formation, mais je l'exerce pleinement. Vous voyez? C'est vrai que les influenceurs, ce n'est pas une formation qu'on suit, mais dès lors qu'on a une cible, dès lors qu'on a des followers qui vous suivent et sur lesquels vous exercez une certaine autorité, une certaine influence dont vous participez quand même à modifier le comportement, réellement vous êtes un influenceur. Le journalisme mène à tout, n'est-ce pas? Bien sûr. Jamil, avant vous, je voudrais revenir rapidement à Sonia, puisqu'on parle de coach. Alors, quelle différence, quelle est la frontière entre influenceur et coach? Parce qu'il m'a semblé, je peux me tromper Sonia, vous avez vu tantôt dans une posture d'influenceuse, de motivatrice, puis après de coach. Ça veut dire, on peut être polyvalent dans la vie, hein, mais alors Sonia est quoi? Elle est coach, elle est influenceuse. Ou sinon, pour vous, quelle est la frontière, quelle est la démarcation entre les deux? En fait, il faut qu'on comprenne. Le coach peut être influenceur. Par exemple, monsieur ne s'assume peut-être pas influenceur, mais comme le disait tout à l'heure Régis, aujourd'hui, quand on parle de l'oratoire, on sait qu'il y a un influenceur dans ce domaine-là et que c'est ce coach. C'est-à-dire, il est coach, mais il est influenceur. Il peut être coach et ne pas être influenceur aussi. Okay. Vous savez, ça, c'est parce qu'il y a des activités, il fait des formations, c'est différent. Moi, je suis motivatrice, je ne suis pas coach. Quoi qu'on me voit ou me positionne dans la catégorie des coachs, mais je ne suis pas coach parce qu'avant de dire je suis coach, il faut, comme monsieur vient de le dire, que tu suis une formation et que tu aies ton diplôme, que tu aies que tu aies une certification qui fait de toi coach. Et coach dans ta niche, comme je disais. Il y a des coachs en développement personnel. Moi, je suis juste motivatrice. Et de ma posture de motivatrice, j'ai des tentacules qui interviennent un peu partout. Donc, que ce soit vie de couple, vie personnelle, sexualité, bien-être, entrepreneuriat, je suis dans tout. Dans la formation, je suis motivatrice, je ne suis pas coach. Kamal Radi. Kamal est un acteur public,
artiste, slammer, entrepreneur. Vous avez un cadre de visite assez chargé. Comment vous vous situez dans ce débat? Vous êtes coach, vous êtes influenceur? Déjà, bonjour. Merci pour l'invitation. Moi, je suis un artiste. Et déjà, je me considère comme tel. Je suis un artiste. Et qui dit artiste dit tout ce que vous dites, influenceur, etc. Bah, après, il a été dit tout à l'heure qu'on peut être un personnage public. Oui, c'est vrai. Sans influencer. C'est vrai. Sans être influenceur. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, nous avons des artistes qui font que des belles photos dans des beaux endroits. Ils n'ont rien à dire, à part montrer du cul. Il n'y a rien dans la tête. Donc, justement, quand vous prenez des gens comme ça, normalement, mentalement, ils peuvent rien influencer. Ils ne peuvent que conduire dans un paradigme donné que la société leur inculque, un paradigme qu'on veut. Donc moi, je me retrouve pas du tout dans ça. D'ailleurs, comme je le dis, je ne suis pas un artiste qui fait du marketing. Je suis un artiste de scène. C'est pas Maya Addictive qui va dire le contraire, parce qu'en termes de médias, ce qu'ils foutent, ils savent ce que je pense d'eux. C'est quoi? Bon, je pense qu'ils sont beaucoup plus dans les clans d'amis, ils ne sont pas énormément dans la logique. Parce que, par exemple, quand je vois sur les réseaux sociaux Maya Addictive qui dit ceux qui ont marqué les réseaux sociaux cette année, et que quand bien même on a été dans des démarches où même une vidéo de moi leur a fait voir des millions de vues, ils n'ont même pas été capables de citer ça. Je pense qu'ils sont dans des partis pris et beaucoup plus dans les clans d'amis. Bon, non, ça, c'est ce que je pense. Bon, puisqu'il est là, on va lui permettre de réagir, mais très rapidement. Non, j'ai le micro. Donc oui. on est dans une discussion. Vous n'allez pas le monopoliser non plus. Non, je ne monopolise pas, j'ai le micro, oui. On est dans une rapidement, discussion. Oui, Kamal, oui. Donc oui, moi je prends position, ça fait déjà plus de 10 ans que je fais du blogging, j'écris énormément, j'écris que des tests et je pose des photos, je pose des problématiques et de faire en sorte que cela puisse faire prendre conscience sur des habitudes, ça crée énormément de discussions, ça crée beaucoup de polémiques et je pense que je suis dans mon rôle et je l'assume complètement. D'accord. Donc merci beaucoup. On va écouter rapidement la réaction de Maya Addictive avant de passer le micro. Oui. Ah, c'est quoi? Vous avez servi l'équipe? Voilà, la déclinaison de l'équipe. Des combines derrière moi. Bien, merci à Kamal. J'aime son intervention, elle est très franche et elle va me permettre, moi, et déjà, je dis que Maya Addictive, ils font du très bon boulot. Et après, ils choisissent selon leurs critères. J'estime que, voilà, Lewis Hamilton estime qu'il aurait dû gagner la dernière Formule 1. Verstappen est sacré, c'est le Massy qui décide. Donc, Maya Addictive, je pense qu'ils sont souverains sur leur choix. Moi, je pense qu'on ne va pas aller sur ces guéguerres-là. Par contre, il y a une chose qui est importante. Beaucoup ici n'assument pas ce que Jamil appelait leur imposture d'être des influenceurs. C'est aussi parce que nous intervenons sur des sujets, au-delà de tout ce qui est marketing, qui sont relativement sensibles. Vie publique, société, politique. Et des fois, nous sommes tous des humains, on se demande, est-ce que je suis forcément détenteur du vrai? Est-ce que je peux pousser les gens à dire faites ceci, faites cela? Voilà pourquoi sur certains sujets, on hésite à s'exprimer. Moi, je donne un exemple tout bête. Lors des dernières élections, j'avais fait un post pour appeler tout le monde à la paix. Et j'ai eu des gens qui m'ont appelé. Ah non, mais tu sais, mais ceci, mais ceci. J'ai dit, mais moi, je leur réponds, c'est mon pays, d'accord? Je peux écrire autre chose. Mais à un certain moment, c'est mon pays. J'ai quand même une certaine responsabilité vis-à-vis de l'histoire, au-delà même des gens qui me lisent. Il y a une responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Je pense que cette responsabilité-là, beaucoup peinent à l'assumer. Néanmoins, en tant que... Comment tu peux dire ça et refuser d'être un influenceur? Maintenant, j'y viens. Néanmoins, en tant que journaliste, si je dois écrire un papier, j'écris un papier, je sais comment ça fonctionne, c'est du factuel. En tant que citoyen, quand je vois certaines personnes s'exprimer, je me dois de répondre. Parce que je me dis, on est en train de pousser toute une population dans le mur. Quand on dit à des jeunes, c'est eux, c'est eux, c'est eux, mais on ne les pousse jamais à se remettre eux-mêmes en question. Même si tu es un individu lambda, tu te dis, ne serait-ce que pour l'histoire, je me dois d'écrire pour dire, ce n'est pas tout à fait... Voilà pourquoi est-ce que, par exemple, je me retrouve dans ce débat sur le féminisme que je n'ai pas particulièrement envie de mener, mais je me dis, au nom d'une certaine vision du monde, on doit s'exprimer. Est-ce que ça suffit à faire de nous des influenceurs? Je ne sais pas. Okay. Mais j'estime que chacun a le droit de s'exprimer. Une autre catégorie d'acteurs, on les appelle... Ah oui, mais il n'a pas souhaité réagir. Pardon? Comment ne pas réagir? Déjà, merci à Kamal. Il était votre porte-parole. Non. Oui. Déjà, merci à Kamal de penser ça de Maya Addictive. On sait que la vidéo dont il passe, c'est grâce à nous que beaucoup ont connu sa vidéo.
Merci Kamal. Non, je veux finir. Alors, nous avons, quand je dis, beaucoup plus de gens ont connu à nouveau sa vidéo. Mais laisse-moi finir, cher ami. On va rapidement, s'il vous plaît. Maintenant, on va l'écouter. On va le laisser finir. Tout à l'heure, j'ai parlé de positionnement. Chaque influenceur fait un positionnement donné. MyAdditive s'est positionné dans la polémique, d'accord? Parce qu'au moment où nous, on arrivait, il n'y avait même pas autant d'influenceurs au Bénin, d'accord? Et quand nous sommes venus, nous avons pris une ligne éditoriale donnée. Nous avons décidé pleinement d'aller dans la polémique. On s'en fout. C'est ça qui crée, nous, notre trafic. C'est un choix assumé. Voilà, c'est un choix assumé, d'accord? Et c'est ça qui crée, qui constitue notre trafic. Et nous, chaque jour, nous regardons nos statistiques. Et si nous avons fait des classements, c'est en fonction de nos statistiques. Maintenant, s'il y a un artiste qui pense qu'il devrait être dans la liste et qui n'est pas dans la liste, tant mieux. Il peut, comme je le dis souvent, il peut aller créer son média et mettre son nom en tête de liste. Merci. C'est bon, ça va. Alors, je disais, j'ai invité une autre catégorie d'acteurs, les web activistes. C'est des stars du web, du Facebook en l'occurrence, qui sont sur ce plateau, qu'on va aussi écouter. Quel est leur point de vue par rapport... Il faut donner le micro à oui, d'accord. C'est selon, sinon il fallait aussi garder. Voilà. Rico Dola, merci de doter votre masque. Vous considérez-vous comme un influenceur, un instant François Oudo, un influenceur, c'est pas un activiste. Comment vous vous positionnez dans le débat que nous faisons? Merci André. Et j'ai vraiment du mal à me positionner en tant qu'influenceur parce que je me retrouve beaucoup plus du côté de leader d'opinion. Parce que tel qu'on a défini l'influenceur, je semble m'y retrouver, mais le terme aujourd'hui galvaudé, quand on dit influenceur, on pense automatiquement à du bling-bling qui se fait sur les réseaux sociaux. Alors qu'en tant qu'activiste leader d'opinion, en termes de communauté, nous avons une cible bien définie que nous veillons à impacter à travers nos messages, à travers nos écrits. Donc, influenceur, si je pars du principe qu'il faut une communauté, que moi j'appelle beaucoup plus une cible, du contenu et une présence, je peux me targuer humblement le titre d'influenceur. Pourquoi vous mettez humblement? Pourquoi, Djaral a dit, il faut assumer. Pourquoi tant de scrupules, tant de retenue? Oui. Merci à vous pour l'invitation. Déjà, je vais essayer de prendre un peu le contre-pied de ce qui a été dit depuis, en faisant intervenir un nouveau mot dans le débat. Ouais. Okay, depuis la venue des réseaux sociaux, nous avons constaté que les gens sont de plus en plus connectés à leur téléphone. Alors, suivant le pas, les entreprises ont migré vers les réseaux sociaux à travers les publicités. Les gens ne font plus les affiches publicitaires comme c'était le cas. Alors, les influenceurs sont devenus, pour ce qui est des réseaux sociaux, ces affiches publicitaires-là, qui me pardonnent, je suis pas en train de les chosifier. Ils font beaucoup de la publicité. Donc, les influenceurs, quand on parle dans le thème du numérique, ce sont des personnes qui monétisent leur travail. Mais quand on va au-delà de cela, quand quelqu'un commence à influencer, mais qu'en retour, il ne perçoit pas de l'argent, je crois qu'il n'est plus dans ce domaine d'influenceur numérique-là. Il est plutôt dans l'activisme. Dans l'activisme, parce qu'un activiste, c'est quelqu'un qui est engagé politiquement, socialement, mais ce n'est pas à but lucratif. Quand bien il influence les attitudes, les modes de pensée des gens. Lui, il n'est plus un influenceur numérique, comme nous sommes en train de parler là maintenant. Voilà, est-ce qu'un activiste est un influenceur par rapport à ce qu'il vient de dire? André, depuis, je voulais prendre la parole. Il assume carrément le statut d'influenceur. Depuis, je voulais prendre la parole pour étaler mon ignorance sur le débat que nous sommes en train de mener. Je pense que nous sommes en train de mener un débat sur l'impact, sur ceux qui gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux, sur l'impact de la visibilité sur les réseaux sociaux, et non un débat sur les influenceurs. Un influenceur, on en a ici, et l'exemple est très clair. C'est Da Adagotor. Pourquoi? Parce que quand on fait un débat sur les questions de musique, les arguments de Da Adagotor font autorité.
Et à partir de ce moment, on dit qu'il est un influenceur. Il est une personne capable, à partir de ses prises de position, il est une personne, au-delà de la... Je vais laisser le débat qui a été mené sur la façon dont il gagne sa vie en faisant ceci. Le débat, c'est celui-ci. Est-ce qu'un type comme celui-là est capable de retourner toute une opinion sur une question donnée? Oui, il est capable de le faire. Je pourrais citer d'autres exemples ici, qu'il m'excuse, Aaron. Quand on parle des questions de féminisme et qu'il prend position, ce qu'il dit impacte le comportement de toute une communauté sur les réseaux sociaux. C'est exclusivement de cela que nous sommes en train de parler et non de l'impact, de la façon dont on monétise justement ce statut-là. Il est question de ce statut, de votre capacité, vous, en tant qu'individu sur les réseaux sociaux. D'accord, mais même, quand bien même ils monétisent, il y a qu'eux aussi, ils impactent leur communauté. Moi, j'ai suivi quelques réactions, par exemple, sur la page de Mme Schmutz. J'ai vu les réactions des gens. Il y a des gens carrément qui sont, je veux dire, adeptes, si c'était une religion, et qui sont en permanence sur cette publication et suivent justement les prescriptions qu'elle fait, parce que finalement, ce sont des prescripteurs, vous l'avez dit, Régis. Je finis sur cet aspect. On va finir par ne pas se rendre compte que, comme des églises aujourd'hui, excusez si c'est une insulte, aujourd'hui, tout le monde crée une communauté pour vendre. On peut le créer de toutes les façons. Ne confondons pas cela avec le débat sur l'influenceur, le changeur de comportement dans la société. Aujourd'hui, une émission comme, excuse-moi, j'allais prononcer le nom, mais nous sommes sur un plateau, crée son concept. Les gens suivent l'émission, on vous dit d'envoyer 100 francs par vote, on vous dit, ça, ce sont des supports de communication. Tout ce dont on parle, n'importe qui peut, sur les réseaux sociaux, organiser son support de communication. La communauté, ce sont ses clients potentiels. Rien à voir, mais absolument, strictement rien à voir avec ce qu'on doit appeler influenceur ici, qui est très exclusivement sur la question des comportements sociaux, sur la question de ce que quelqu'un peut appeler du militantisme. Il n'en a même pas conscience. Mais chaque fois quand il se lève et qu'il parle, c'est des sujets dans lesquels il vit. C'est de la passion. Mais il se rend compte un bon matin, chaque fois qu'il n'a pas donné son avis, des gens refusent de prendre position. C'est ça un influenceur. Après le reste... Oui. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a en face de moi aujourd'hui qu'il a autant d'énergie, mais bon, d'habitude il est dans mon dos, mais là il est en face de moi, son énergie d'aujourd'hui est intense. Ce que je dirais tout simplement, c'est on doit recentrer le débat, parce qu'on est en train d'aller beaucoup plus, on s'intéresse beaucoup plus au pécunier qui n'est venu qu'après. Ce qui est important de savoir, c'est d'où part l'aspect de « je suis un influenceur ». Tout à l'heure, ils ont eu à dire il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Mais il faut savoir dans quoi je me spécialise d'abord. Ensuite, comment je le fais. Et après, moi-même, ma personne. Parce qu'il y a cet aspect qu'on oublie souvent. Ils sont influenceurs, OK. Et ils influencent par leurs écrits. Mais est-ce que par leur personnalité, par les actes qu'ils posent, c'est toujours le cas? Quand Yann dit, quand je prends telle personne, quand il ne donne pas son avis, tout le monde l'attend, c'est parce qu'il a eu à effectuer un travail donné sur une durée donnée qu'on en est là. Mais on ne peut pas dire les autres qui ne font pas pareil ne sont pas des influenceurs. Parce qu'il y en a qui motivent des gens, quand vous regardez sur des statuts, on traîne leurs vidéos, ça motive, ça booste. Mais il y a aussi des personnes qui influencent dans le sens où ils aident, au-delà d'être un psychologue, ils aident beaucoup de populations à se déstresser, à se rebooster. Il y en a que j'ai connus qui étaient au bout de la dépression, mais qui, grâce à certaines personnes ici et à leurs vidéos d'influenceurs, entre griffes, on peut remonter la pente et avancer. Donc, on ne peut pas catégoriser les critères qui font de quelqu'un un influenceur tant qu'on n'a pas une école pour ça. Les critères sont variés selon le contexte. Dans ces conditions, peut-on faire une différence entre un influenceur et un blogueur tout court? Voilà. Je veux bien comprendre. C'est ça le problème. Y a-t-il une différence entre les deux? Un web activiste, un influenceur. Je vais d'abord demander, malheureusement, vous avez déjà le micro, sinon je voulais plutôt le remettre à Mme Adjovi, qui depuis ne dit rien. Je crois qu'elle va avoir un avis sur la... Rapide, finissez d'abord alors. Bon, je souhaiterais renchérir sur ce que Collins a dit et la réaction de la dame. Ouais. Je pense qu'on n'évolue pas dans la discussion parce que certains ont déjà dit ici et précisé que les gens influencent leur communauté en fonction des prises de position qu'ils ont. Ouais. C'est-à-dire, moi par exemple, les gens me reconnaissent une certaine légitimité quand je parle de culture et tout ce qui va avec. Ouais. Parce que les gens de la culture, déjà, j'ai une street credibility au sein d'eux. Et ils savent, moi, demain, si je dis que c'est tel artiste qui est le meilleur artiste du Bénin,
Ça peut être quelqu'un que personne ne connaît, ça va créer une discussion, forcément. Maintenant, si il y a des influenceurs mode, il y a des influenceurs au niveau des arts culinaires, il y a des influenceurs au niveau du tourisme. C'est là que, par exemple, ma sœur Yenalia, quand elle commence avec à parler de sa communauté d'origine et que ça intéresse les gens, quand ensuite elle fait autre chose, les gens ne sont pas d'accord. Parce que les gens ont cliqué like sur ton post à cause de ce que tu fais là. Donc quand tu commences à te détourner de cela, il faut comprendre que ça choque les gens. Ils se disent, mais elle m'a arnaqué à un moment. Parce que c'est clairement ça. Les gens sont conservateurs. Donc, non, parce que la communauté qui te suit fonction de ce que tu produis comme contenu. Donc, les histoires de... Voilà, Sonia, par exemple, c'est la vieille mère des influenceuses au Bénin. Elle a plus d'abonnés que tout le monde. Et ça se sait. C'est vrai que depuis un moment, elle a réduit elle a disparu de la circulation, son je n'ai pas truc là. compris. Parce que, au fait, en Elle a réalité... pris des vacances. Ah, d'accord. C'est une stratégie. Donc, c'est pour dire que, en réalité, dans ces trucs-là, chacun a son couloir. Et voilà, les gens te sollicitent fonction de ton couloir et de fonction de ce que tu arrives à impacter. Nous, on a la chance dans la culture, parce que la plupart des gens s'intéressent à la musique. Donc, tu vas te surprendre voir des gens de la politique venir le temps que le micro parvienne, quand tu parles de... Merci, le temps que le micro parvienne à Hermione Adjovi, oui, vous souhaitiez rapidement réagir. Oui, j'aimerais revenir sur ce que Dada Goto a dit. Oui. Et voilà, Est-ce que c'est vrai que lorsque vous variez votre contenu, vous faites autre chose que de parler le Quand mina? je fais autre chose que parler le mari, c'est vrai, ça indispose certains, mais c'est apprécié également d'autres. Je n'ai pas une communauté genre spécialement mari. Tout le monde ne comprend pas le mari. D'autres personnes ont envie de voir d'autres aspects de moi. Du coup, moi je trouve même que si je fais tout le temps que parler le mari, à un moment ça va saouler. Ah ouais, c'est ce que... Genre quand on va tomber sur ma vidéo direct, on sait en même temps que c'est ce que j'aurai à présenter. Mais là, je me fais désirer. Quand je recule d'un pas du mari, ça appelle beaucoup de personnes à parler, à crier. Pourquoi tu ne parles plus le mari? L'envie. Ça crée l'envie de parler. Et quand je lance une fois, je vois le nombre de partages, je vois le nombre de vues, je vois comment mes vidéos sont exportées. Je ne peux pas... J'ai choisi de ne pas faire que ça, parce que je sais que si je persiste, j'insiste à le faire tout le temps, ça va finalement saouler et je n'aurai plus l'estime que moi-même je veux que les gens me portent. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Vous ne répondez pas à ma question, vous faites le tour. Il y a des gens qui veulent tenter des réponses. Je comprends Maï, mais quand elle dégage une certaine naïveté, une certaine beauté, une certaine... Moi, c'est tout ça, c'est pour tout ça que je vous suis. Elle n'a pourtant pas l'air. Maintenant que vous la voyez... Est-ce que ça fait Est-ce qu'elle est naïve? Tu vas changer quoi? Elle est belle. Oui, je voudrais préciser une chose sur laquelle... Oui, il y a une chose sur laquelle j'ai l'impression qu'on tourne en rond, c'est de refuser en fait que tout le monde peut être influenceur. Il n'y a pas de sectarisation à faire par rapport au terme influenceur. Oui, tu peux être blogueur, devenir influenceur. Tu peux être mécanicien, être influenceur. Vive, comment il s'appelle? Cooklik. En vrai, en réalité, on est en train d'intellectualiser le mot influenceur. Et en permanence, c'est ce qu'on fait quand il y a un nouveau quelque chose dans nos vies. Surtout, c'est très francophone. C'est très francophone. On veut comprendre le pourquoi des choses avant d'adopter la raison d'existence des choses. C'est une perte de temps. Le principe est, à partir du moment où tu insuffles, que ce soit moralement, intellectuellement, psychologiquement, drôlement ou de toute autre façon, une envie chez des gens de faire, de réagir, d'interagir, de devenir, de porter, d'incarner, d'être, de vivre quelque chose, tu les influences. C'est fondamental. Mon enfant, je ne l'influence pas parce que chaque jour, je passe mon temps à lui lire du texte de slam. Quand, par exemple, je fais... il comprend que quand je tousse, quand je tousse, j'ai besoin de cacher ça. Et des fois, je le regarde et quand il tousse, il fait ça. Donc, l'influence n'est pas intellectuelle.
L'influence peut être gestuelle. La preuve, il y a un Italien qui a le plus de followers au monde avec un seul geste. Et ce geste, j'ai envie de vous dire, j'ai vu ça dans ma vie pendant longtemps. Mais c'est comment tu l'utilises, comment tu le mets en branle, comment tu le mets en vie. Et c'est ça le problème avec la plupart d'entre nous par rapport à tout ce qui est nouveau sur le digital. On sent le besoin de soit trop intellectualiser, soit trop fragilisé. Et donc, on voit l'influenceur comme quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Mais c'est du job. Quand on dit job, ce n'est pas... Il y a cette vidéo qu'on a suivie tout à l'heure, on était un peu distrait aussi, où il dit il passe des années à étudier, il devient quoi, médecin, je ne sais pas quoi, et quelqu'un se lève... Il faut vivre avec la réalité de son temps. Ou bien elle fait de jolies photos, comme Madame Schultz, qu'elle met sur les réseaux sociaux, mais elle gagne plus que moi. Alors, André, ce n'est pas la faute des influenceurs. S'il y a influenceur, c'est parce qu'il y a influencé. Oui. Et s'il y a consommateur aussi, c'est la plateforme numérique qui est en changement. Tout à fait. On ne force personne. Mais vous voyez de plus en plus, et comme le disait tout à l'heure le coach, il y a des gens qui présentent des contenus qui peinent à trouver peut-être 5000 vues. Oui. Pourtant, celui qui danse ou bien la fille qui met ses cuisses au dehors trouvera 1000 vues. Mais c'est la faute à qui? C'est la société. S'il y a des gens comme... Il y a des gens comme Yann qui préfèrent voir les filles. Et il y a l'autre revers aussi. Oui, il y a quelqu'un qui se demande le micro derrière vous, on va l'écouter aussi. Voilà, merci déjà pour l'invitation. Comme l'a dit Madame Sonia, je pense qu'aujourd'hui, le métier d'influenceur a beaucoup plus d'audience, beaucoup plus de succès lorsqu'il s'agit des choses qui, vous allez un peu m'excuser, qui ont attrait vers la perversion. Voilà. Elle a si bien le dit. Elle a dit lorsque vous publiez quelque chose où il y a des cuisses dehors, où c'est les seins qui sont dehors, vous avez tout de suite assez de vues. Moi, à la base, je ne suis pas un influenceur. Je suis... bon. Moi, j'ai créé une page Facebook après. Parce que d'abord, j'ai été restaurant étudiant. Et c'est le besoin d'échanger avec les camarades dans les amphis. Bon, parce qu'on avait déjà une grande communauté qui m'a emmené, moi, à créer ma page Facebook. Lorsque j'ai créé la page, déjà, en une semaine, j'étais déjà à 3000 abonnés. Donc, ça veut dire quoi? C'est des gens qui me connaissaient déjà. Je ne suis pas une personne virtuelle pour ceux qui sont mes abonnés à moi. Mais lorsque je change avec eux, il y a des fois, lorsque vous opinez sur des sujets un peu plus sérieux, vous constatez qu'il n'y a pas tellement de réaction, mais il m'arrive des fois de faire des digressions où je publie... Oui, et là, il y a du monde. Oui, mais oui, il y a assez de monde. Oui, moi, je le fais. Quand je mets une photo sur Facebook, oh là là, c'est la pluie qui tombe. Mais quand tu écris quelque chose, personne ne veut te... Le métier d'influenceur a beaucoup plus de succès lorsque vous excellez dans la perversion. Les gens surtout aussi... Non. Moi, j'ai un problème avec ça. Le principe, s'il vous plaît, on ne va pas réagir tous. Le problème du bien, c'est de ne pas faire autant de bruit. Il a assez parlé. Très rapidement. Oui, un instant. Est-ce que ces derniers mots qu'on entend là ne donnent pas un peu raison à ceux qui a parlé de polémique? Il dit que la polémique marche beaucoup plus. Alors, la preuve, il vient de lancer... Je voudrais justement très rapidement rebondir là-dessus. Je vais aller dans votre sens et garder le mot polémique. Les gens ont besoin de sensationnel. Il faut comprendre que les réseaux sociaux ont bâti leur popularité sur la capacité à distraire. C'est d'abord ça. Facebook, c'était au départ un réseau social pour que des étudiants qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas les différentes écoles puissent se connecter. Progressivement, les autres plateformes sont arrivées et sont parties sur le même modèle avec des spécificités. Instagram, tu as plus le monde de l'image, TikTok, la vidéo, etc. Mais les gens, quand ils vont, même vous, tout ce qui est autour de la table ou ici, quand vous allez sur un réseau social, parce que vous avez 30 minutes, 20 minutes au-delà du travail qu'on peut y faire, c'est la plupart du temps pour déstresser, pour essayer de s'aérer l'esprit. Il faut bien des gens pour prévoir, pour faire les contenus. Et il faut des gens pour faire des contenus. Il faut comprendre que les plateformes comme Facebook et autres, on oublie souvent, c'est des plateformes commerciales. Et là, je profite pour le rappeler à chacun d'entre nous. C'est les plateformes commerciales qui fonctionnent comment? Elles ont besoin qu'il y ait du monde sur leur plateforme qui passe du temps, surtout qu'aujourd'hui, la concurrence est rude entre elles. Pour que vous restiez sur une plateforme, il faut que les créateurs de contenu travaillent pour Facebook, par exemple, ou Instagram. C'est parce que Josué a fait une vidéo qui va durer 4 ou 5 minutes
que je vais la regarder. Et juste après, on va me proposer une vidéo de Mister Macaroni ou une vidéo de Madara Dussal, pour parler des gens de chez nous qui sont dans le divertissement, mais qui font des choses bien, que je vais continuer à regarder, à défiler. Et plus je passe de temps sur Facebook, plus les annonceurs qui payent de la pub sur Facebook ont leurs produits qui sont vus. C'est pour vous dire simplement que ces plateformes-là, c'est elles-mêmes qui, à partir des algorithmes, favorisent les gens qui sont dans l'humour, la musique, etc., et qui font ces contenus. Donc quand c'est un peu plus sérieux, bien évidemment, vous avez plus de mal à aller toucher le cœur des gens qui ne sont pas venus là en sortant du bureau avec tous les problèmes. De sérieux. Voilà. Je vous reviens. Le temps d'écouter Mme Adjovi, qu'on a précis. suivré de parole. Alors, on va écouter Mme Adjovi, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour déjà. Oui. J'avoue que j'étais arrivée avec l'espoir de sortir d'ici avec quelque chose de tracé, de concret, mais nous sommes loin de sortir de l'auberge. Oui. Parce que déjà, lorsqu'on prend la définition du mot influenceur, j'ai essayé une recherche Google, j'ai eu personne qui influence l'opinion ou la consommation à travers son audience sur les réseaux sociaux. Point. Ça veut dire que nos considérations de nombre d'abonnés, considérations de quelle ligne éditoriale ou pas, qui est coach, qui est influenceur, en réalité, ce n'est pas ça. Chacun construit sa compréhension du mot influenceur par rapport à ce qu'il pense, par rapport à qui il apprécie. Ce n'est pas parce qu'une personne se met à moitié nue que je n'apprécie pas, que j'ai l'autorité suffisante pour dire que cette personne n'est pas influenceur. Parce qu'après, nous sommes des consommateurs sur les réseaux sociaux et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, chacun a ce qui l'attire. Et donc, si je décide de ne pas suivre X ou Y, ça ne veut pas dire que cette personne-là ne l'est pas. Alors, nous tous qui sommes ici, quelle autorité avons-nous pour dire, sur quoi nous basons-nous? Quelle étude concrète existe pour dire qui est influenceur et qui ne l'est pas? Qui est activiste et qui ne l'est pas? Lorsqu'on voit les différentes réactions, on comprend aisément pourquoi tout le monde s'engouffre en réalité. Il n'y a pas de définition claire. Voilà. Et chacun a son opinion. Alors, je pense que peut-être... Sur le nouveau métier, on essaye de s'approprier. Exactement, chacun essaie de s'arracher. J'ai été surprise, par exemple, en 2020, lorsque un promoteur d'une agence de publicité au Bénin m'a sollicité pour intervenir sur l'un de ses programmes. Et il me dit parce que je l'influence. C'est un monsieur pour qui j'ai tellement de respect, un monsieur que j'adule en réalité, mais qui me dit qu'il me considère comme influenceuse, moi, qui ai à peine je ne sais pas combien d'abonnés, et qui voudrait que je sois l'une des porte-voix de son programme, et qui, dans la bande défilante de son émission, a mis influenceuse web Hermione Adjovi. J'ai été choquée, dérangée, parce que je me dis, mais attends, on ne s'est jamais entendu sur ce mot, je ne suis pas influenceuse web. Donc en réalité, c'est quoi influenceur? Personne n'a la définition. Et je pense qu'à moins que ceux qui se disent influenceurs se réunissent réellement, ils s'entendent sur quelque chose, n'importe qui se lèvera toujours et se dira influenceur, n'importe qui s'autoproclamera influenceur, et on va être obligé de l'accepter, de consommer. Voilà. Non, en vrai, tu permets, tout ce qu'on a, la hausse dans laquelle on se retrouve, c'est un peu comme les pasteurs il y a quelques années en arrière, où nous avons une prolifération qui s'est installée carrément par rapport à qui crée son église. Pourquoi conjuguez-vous verbe au passé? Ça continue. Bon, ça se poursuit. Il ne faut pas me créer des problèmes. Allons-y d'abord. Donc, c'est un peu les influenceurs aujourd'hui, c'est chacun qui tire le drap de son côté visiblement pour montrer qui est quoi. Parce qu'il n'y a pas une école propre dans le thème qui forme dans le contexte d'influenceur. Toi qui es là, André, tu es un influenceur parce que tu arrives, même si c'est ton enfant à la maison, tu arrives à lui donner une éducation et il a ce respect, tu as cette autorité-là. Donc, si on n'a pas un canevas qui valide, qui est influenceur, à partir de quel niveau, c'est les consommateurs qui décident qui je prends comme mon influenceur. Celui qui a peut-être 500 vues ou qui a 100 vues, qui est heureux, comme le disait Diarra tout à l'heure, pendant que l'autre doit atteindre 100 000 avant d'être heureux, déjà qu'on n'a pas... Tout dépend des objectifs. Des objectifs de chacun. En fait, définir l'influenceur, c'est sur la base de l'objectif qu'on s'est assigné. Oui. C'est sur la base de la communauté qu'on a et c'est sur la base des cibles qu'on veut atteindre. Il y en a qui sont devenus aujourd'hui banalement influenceurs parce que... Est-ce que les web activistes aussi se fixent comme ça des objectifs c'est-à-dire quoi? Il faut que j'atteigne tel nombre de j'aime. Oui. Oui, ça fait quand même un sacré bout de temps que j'attendais d'avoir ce micro. Il y a des gens qui ont le secret pour avoir oui, bon, en fait, je ne vais pas, je vais faire une certaine genèse de cette affaire. Ça a d'abord évolué, on a commencé par activiste. D'abord, moi, je suis arrivé sur
réseaux sociaux, c'est juste par divertissement. Oui. Puis après, je me suis retrouvé dans une posture où on m'appelle activiste. Et après, ils ont ajouté web activiste. Bon, j'accepte, on évolue. Mais personnellement, je suis dans une posture un peu hybride. Je ne suis pas de la presse classique. Je ne suis pas de la nouvelle... Enfin, je ne suis pas d'un média en ligne. Je suis dans cette posture-là que Expedi Ologu avait appelé lors d'une formation individu média. Et il a dit ni de la presse classique, ni de la presse en ligne, mais qui très rapidement propulse de l'information. Alors, quand vous vous retrouvez dans cette posture-là et que rien que par vous, des gens veulent avoir confirmation de telle information avant de savoir quelle attitude adopter, ça veut dire que quelque part, vous influencez. Et donc, on a dit influenceur, j'accepte encore. Donc, ça va être... Alors moi, j'ai géré la communication d'une institution il n'y a pas longtemps. Et chaque fois, je sollicite ce que j'appelais des web activistes. D'ailleurs, quand j'écris les documents, je mets toujours web activistes. Mais l'année dernière, je crois, j'ai mis influenceur. Et le même patron me demande, mais ça veut dire quoi influenceur? Je dis, mais non, c'est les mêmes acteurs que j'utilise là. Maintenant, leur nom a changé, mais je les appelle influenceurs. Ils ont changé de grade. En effet, oui. Oui. Je ne sais pas si c'est permis, mais j'ai beaucoup appris dans l'émission, ça il faut le reconnaître. Mais je constate que par rapport au contenu, on peut tout retrouver, du sensationnel, la polémique. On peut peut-être, je ne parle pas de l'obscène, mais on peut en arriver à la limite de l'obscène aussi à des moments donnés. Ouais. Est-ce que de tout ce monde que j'ai entendu ici, quels sont vos rapports avec la loi qui gouverne le numérique? Non, bon, je viens. On va aller. Je vais privilégier ceux qui n'ont pas beaucoup parlé ou qui n'ont pas encore parlé. Oui. Je voudrais revenir rapidement sur ce que la jolie dame l'a dit tout à l'heure. Le mot influenceur a bel et bien une définition. C'est un mot qui est apparu dans les dictionnaires Larousse et Robert en 2017. Et je crois que influenceur est défini comme une personne qui a réussi à se faire connaître, à se faire apprécier et à créer une communauté sur les réseaux sociaux. Donc, le mot existe bel et bien. Je voudrais aborder rapidement un sujet. Il y a un jour, j'ai lu sur une page Facebook de l'artiste Togbeidon qui a fait une publicité autour d'une farine céréale. Et ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé. Pas forcément parce que je l'aime, mais c'est une société qui a utilisé sa page Facebook pour faire la promotion de son article. Donc, les influenceurs gagnent à travers le rôle qu'ils jouent. Je pense que, en tout cas, moi, j'apprécie ce qu'ils font. Merci beaucoup. On va écouter d'abord Willy Bayala. Ça, c'est le président de Il parle pas en désordre. Il parle pas en désordre. Le président parle en dernier. Merci, j'ai dit bonjour à tout le monde. Et moi, je voudrais dire deux choses. Parce que je voudrais dire deux choses. Je ne voudrais pas revenir sur l'appellation influenceur parce que les définitions, on en a eu assez. Et ce qu'il faut juste retenir, c'est un influenceur. Parce que être influenceur, c'est d'abord une posture. C'est d'abord une image. C'est d'abord une image, c'est d'abord une posture. Il y a des gens qui peuvent véhiculer un message, mais qui ne seront pas suivis. Par contre, il y a d'autres qui vont le faire dans n'importe quelle position et seront suivis. Il va rappeler quelque chose tout à l'heure. Et nous sommes restés, quand on a commencé cette affaire, on est restés dans la politique. Et beaucoup nous connaissent dans la politique. Et quand moi, je me mets, par exemple, dans d'autres sujets, ça ne prend pas d'abord. Parce qu'on me connaît politique. Mais dans la même verve, dans le même truc, il arrive que nous nous fassions des ennemis. Parce que nous sommes en politique, il y a des gens qui ne nous apprécient pas. Ouais. Mais les mêmes qui ne vous apprécient pas, parce que vous portez un message politique, vous êtes dans un activisme politique, les mêmes vous apprécient, par exemple, lorsque vous mettez, par exemple, une photo de vous, où vous êtes dans une certaine posture bien habillée, ils vous apprécient, et c'est les mêmes qui viennent vous écrire une bosse pour dire « Ah, tu es très bien habillé ». Mais par contre, ils ne vont jamais écrire sur votre poste que vous aviez fait. Oui, parce qu'ils parlent votre conviction, votre cause politique. Donc, c'est normal. Ça varie. Oui. Il y a des moments où, dans un truc de politique, vous êtes aimé par une catégorie, et dans un autre élan, vous êtes aimé par d'autres. Il m'arrive, moi, de sortir carrément de la politique et de faire des blagues.
ou d'aller un peu dans l'obscène, ou bien de faire un peu dans la vulgarité. Et je comprends que c'est ce que les gens aiment. Les gens aiment ça, ils aiment beaucoup ça. Lorsque vous mettez un sujet de sexe tout de suite, ça vient, ça attire tout le monde. C'est comme du miel, quoi. Ouais. Mais ce que je vais dire pour finir, c'est que c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier, c'est un nouveau monde déjà. Parce que il y a des gens parmi nous ici qui ont créé leur compte Facebook depuis 10 ans, 15 ans. Par contre, il y a certains qui ont connu Facebook il y a 3 ans. Mais ce nouveau métier, ça nourrit son homme. Parce que certains ont fait leur nom dedans. C'est vrai, il y a d'anciens qui ne sont plus dedans, mais ils restent quand même leaders dans la chose parce que quand ils reviennent aujourd'hui, ils ont toujours leur audience. Et il y a une clochardisation de la chose. C'est ça qui fait que beaucoup ne veulent pas assumer. Il est arrivé même qu'on traite des gens de clébés. Oui. Nous l'avons assumé. C'est aussi une force de caractère. Parce qu'il faut avoir une force de caractère. Ce n'est pas facile d'écrire, par exemple. Mettre du temps pour. Voilà, ce n'est pas facile de dire, d'imposer à des gens, à une communauté, que c'est elle-là qui est bon. Que ce que je prends l'exemple banal comme ça. Que ce que Talon fait, c'est bon. C'est-à-dire il faut être fort. Parce que les gens vont te déchirer. Mais il faut avoir le moral. Et si le Grand Canal, on ne fait pas politique, on va parler. Voilà, donc c'était juste un exemple. Donc c'est pour dire que les gens essaient de clochardiser la chose. Oui. Il y a une clochardisation. On va marquer une pause. Sinon, il y a pas une école de formation. On va marquer une pause, s'il vous plaît, pour recevoir notre invité du jour. Il s'agit de Diarra Sako, qui est un slammer, un artiste musicien, qui vient de remporter le prix du meilleur artiste musicien panafricaniste. Il va nous rejoindre dans la rubrique Nos stars, nos légendes. Alors, je le disais, notre invité du jour, c'est Diarra Sako, il est slammer. Il vient de remporter le prix du meilleur artiste musicien panafricaniste. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Voilà. Merci. Alors, ça, c'est le prix. Bien sûr. Je peux voir? Je peux toucher? Surtout ne pas rentrer. Autour des mesures barrières, un peu quand même. Voilà, musicien, chanteur, c'est le prix qu'il a gagné, notre ami. C'est un Béninois qui contribue aussi à révéler son pays. Félicitations. Merci. Alors, le prix que j'ai gagné pour 1 minute. Ouais, il faut profiter. Je vais aller changer contre une Béninoise, ça marche. Alors, c'est quoi cette organisation? Qui est-ce qui vous a décerné ce trophée? Alors, bonjour à tous. Les Pan-African Awards, c'est un événement qui a pour vocation de rassembler toutes les voix qui militent dans le sens de contribuer à l'éveil de la conscience collective africaine et de restaurer la dignité africaine. Donc, on partira sur la base des panafricanistes, puisque c'est comme ça qu'on appelle ceux qui mènent ce genre de combat. Là. Vous avez un confrère sur le plateau ici, en tout cas. Bien sûr. Il a le nom de personne. Plus d'un. Il est à ton dos. Oui, on y va. Je l'appelle affectueusement le directeur de la Banque des mots. Ah, d'accord. La Banque des mots. Oui. Et donc, il y a plusieurs catégories de nominés. Oui. On va en reparler. Alors, il y a plusieurs catégories de nominés. Donc, partant des sciences, de l'innovation, la médecine, le journalisme, le sport et bien d'autres. Donc, il y a aussi la catégorie des musiciens-chanteurs. Les slammers, jusqu'à présent, on ne sait pas dans quelle catégorie les classer pour le moment. Donc, tantôt, on les met parmi les poètes, ceux qui font de la déclamation poétique, ou encore on les met avec les chanteurs. Donc, c'est ainsi que je me suis retrouvé dans la catégorie musicien-chanteur. Et je précise que ce n'est pas un concours. Il se passe que les organisateurs sont tombés sur une vidéo de moi où je parlais de dignité africaine, de langue africaine. On m'a contacté. Est-ce que vous avez d'autres contenus? Donc, j'en ai produit, j'ai envoyé. Et l'œuvre qui a fait l'objet de ce titre-là, c'est Rendez-moi ma mémoire. Rendez-moi ma mémoire. Il y en a peut-être qui n'en ont jamais entendu parler. Justement, c'est récent, je n'ai pas encore publié ça. C'était juste pour la circonstance. On peut avoir le privilège d'écouter un bout. Bien sûr. Nous, au lieu d'écouter, nous allons le faire tous ensemble en plus. Oui. Sachez que vous êtes slammer et qu'on va le faire ensemble. Ah, d'accord. Alors, nous allons faire un jeu. Le refrain, on va le faire ensemble. Et avant de le faire, je précise que Djezilat Ayoka Adebiumpe a contribué à la réalisation de cette chanson. Vous levez, vous avez un micro-cravate, vous êtes libre, vous pouvez rester debout, comme vous voulez. Je vous présente une très belle voix de la musique béninoise qui ne s'est pas encore révélée.
Elle s'appelle Djezilat Ayoka Adebiunke. Moi, j'aime les prénoms africains, donc moi, je l'appelle Ayoka. Oui. Elle a contribué à la réalisation de cette chanson-là. Elle a fait les refrains avec Carmen Akpedje. Voilà. D'accord. Ok, on y va sur le morceau. Le refrain. Lorsque je dis « Rendez-moi ma mémoire », vous voulez bien répondre « Vous avez truqué les grimoires ». Rendez-moi ma mémoire. Vous avez truqué les grimoires. Falsifier, vous répondez l'histoire. Falsifier l'histoire. Diaboliser le noir. Le noir. Falsifier l'histoire, diaboliser le noir. D'accord? Rendez-moi ma mémoire. Vous avez truqué les grimoires. Falsifier l'histoire et diaboliser le noir. Rendez-moi ma mémoire. Vous avez truqué les grimoires. Falsifier. Diaboliser-le. Gabi, Gabi, Baalma, Gabi, Gabi, Bodomi, Gabi, Tamala, Rubu, Naan, Nasara, Sin, Nasara, Wayi, Seni, Siri, Wayo, Seni, Sara. Autrefois, le blanc et l'arabe étaient maîtres en Afrique et au Sénégal. On raconte encore chez moi qu'ils n'ont pas d'égal. J'en veux aux profs d'histoire qui ont enseigné en Côte d'Ivoire, au Bénin, Mali, Congo, des boniments rigolos du genre. Nos ancêtres sont des Gaulois. Moi, je suis fils de Diarra et de Sako. Mes ancêtres sont de Kumbi et de Ségou. Le dégoût est si grand face à la tentative de lobotomie. Tobi on a Tobi, Toubi on a Toubi. Suis-je maître de ma destinée ou esclave de Toubab? Sache que mon histoire... Sache que mon histoire n'est pas celle qu'on t'a contée. Ils veulent me rebaptiser Tobi, mais je reste Kunta Kinte. Guerrier, je dégaine ma plume pour défendre mon histoire. Reprenez vos mensonges et... Rendez-moi ma mémoire. Falsifiez l'histoire et diabolisez-le. Le noir. Rendez-moi ma mémoire. Vous avez falsifié et diabolisé le noir. Parole du beau nègre à la belle Hélène. Les grimoires ont la nausée car l'histoire a mauvaise haleine. À ce qu'il paraît, l'Africain n'a pas touché le point G de l'histoire. Quelle était la position de l'auteur de ce propos d'assommoir? Assommé par vos mensonges, je risque un échec palpable. C'est handicapant de croître en croyant que ma peau est incapable. Si l'intelligence a une peau, alors sa peau n'a pas de couleur. Faut pas nous prendre pour des sots, prêts à avaler des couleuvres. Je voulais lire l'avenir, alors j'ai écrit le passé, car il faut prendre ses appuis pour espérer s'envoler. On m'a dit que les vérités vraies s'écrivent noir sur blanc, mais mon histoire est écrite blanc sur noir, donc c'est une histoire de blanc sur noir. Dans leurs affabulations, les pharaons sont blancs. Mon gros nez encore flairé, un mensonge flagrant. L'Afrique veut aller de l'avant, mais elle se casse les pieds dans des trous de mémoire. C'est pour contrer les mauvais vents que j'écris mon histoire. Merci beaucoup, Diarra Sakor. Rendez-moi ma mémoire. Vous avez truqué les grimoires. Falsifié et diabolisé. Le noir. Merci. Merci beaucoup, Diarra Sakor. Merci de nous avoir fait cette petite virgule. Alors, quelles sont les actualités de Diarra Sakor? Vous avez quel projet en vue là? Des spectacles? Vous en avez fait déjà par le passé? Alors, à la suite. Personnellement, je vous découvre. Instant découverte alors. C'est pas des incantations, j'espère. C'est mon panégyrique clanique. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je suis Diarra Sakor, poète slammer béninois. J'ai commencé en 2012. Et sur ce plateau se trouve la personne qui m'a tendu le micro pour la toute première fois. Kamal Radi et Thibaut Adotano organisaient ce qu'on appelle le Bénin Slam. Il n'a pas pu faire le déplacement. En 2012, pendant que j'écrivais, j'ai appris qu'il y a un concours. Je me dis, mais garçon, tu ne vas pas écrire seulement dans ta chambre, va voir ce que tu vaux. Donc, va frotter ta tête à celle des autres. Et c'est en frottant leurs têtes les unes contre les autres que les bûchettes d'allumettes produisent la lumière. Donc, je suis allé sur ce concours-là pour apprendre. Et ce jour-là, Kamal était l'animateur, c'était lui qui m'avait annoncé. Je vous jure que j'avais envie de faire pipi puisque c'était ma toute première prise de parole en public sur le concours national de slam. Et donc, c'était un baptême de verre qui s'est très bien passé puisqu'à la suite, j'ai été consacré vice-champion national et découverte talent de l'année. Donc, après cela, je n'ai pas cessé de multiplier les interventions sur les concours de tout genre, que ce soit la littérature, la musique et bien d'autres. En 2014, je remportais un concours pluridisciplinaire qui est appelé Grand Concours Talent, qui serait, je le définirais comme un mini-format de l'Africain Incroyable Talent, puisque ça se passait seulement au Bénin.
il y avait de la musique, de la danse, et le slammer C'est n'était le pas slam. prévu. Mais quand nous sommes allés, on a insisté, on a eu notre place, et on ne s'attendait pas à ce qu'un slammer arrive même en finale. Malheureusement pour eux, c'est un slammer qui a remporté le concours. Donc, après avoir participé à un certain nombre de concours, je me suis dit, bon, à partir de maintenant, je pense qu'on peut avoir la prétention d'être slammer et de vivre de ce métier-là. Et nous, Voilà. c'est tout le mal que nous vous souhaitons, en tout cas. Il est bien pensé, le mal. En tout cas, beaucoup de courage et bonne chance pour la suite. Merci. On a eu du plaisir à vous recevoir sur ce plateau. On va continuer notre émission, puisque... Non, est-ce que vous pouvez me laisser présenter l'émission? Alors, puisqu'on a été rejoint par Dr Wenceslas Maoussi, qui nous revient comme ça de l'ENA, où il était dans une série de soutenances. Bonne arrivée. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On a beaucoup évolué dans la discussion. Je voudrais d'abord vous demander, est-ce que vous connaissez des influenceurs béninois? Oui, il y en a, mais ça dépend de dans quelle catégorie nous nous mettons en parlant d'influenceurs. Est-ce que nous sommes sur le numérique ou est-ce que nous sommes peut-être dans les médias classiques ou est-ce que nous sommes dans la vie de tous les jours? Parce que l'influenceur dans les médias classiques? Oui. Si par définition, c'est lié aux réseaux sociaux, enfin au web en général. De façon intrinsèque, le mot influenceur existe avant l'Internet. Bon, voilà. Donc si de façon classique, on a des influenceurs, mais sur le numérique, on a remarqué que ceux qui sont influenceurs, il y en a qui choisissent de vivre de ce métier d'influenceur et il y en a qui, de par leur catégorie, comme les journalistes, les instituteurs, les enseignants, les universitaires et d'autres catégories socio-professionnelles, sont influenceurs. Alors, moi, j'ai travaillé il y a quelques années sur les journalistes. Mais ce que j'ai découvert récemment, quand j'ai fini mon article sur les acteurs de la participation citoyenne en ligne, je découvre qu'il y a une nouvelle catégorie d'influenceurs, notamment l'avènement surtout de TikTok. C'est ça la nouvelle catégorie. Je n'ai pas encore creusé, je n'ai pas encore travaillé beaucoup sur eux, mais j'ai découvert ça. Sinon, originellement, on a des influenceurs qui sont des youtubeurs, des gens qui utilisent Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux. Ça, on en a. Mais je connais une dame que j'ai vue tout à l'heure sur Agbantou, Sonia, je crois. Oui. Voilà, c'est une influenceuse. Il y a juste en face. Frida Vibes, voilà, c'est une influenceuse aussi. Et je découvre récemment Yenalia. Elle a commencé à parler du Marie B et tout ça. Voilà. Et puis Josué, je vois Josué, très, très actif sur TikTok, je le suis. Jojo, Alès Merrill, il y a pas mal de... Axel Merrill, voilà. Il y a pas mal de comédiens, Dragomi. Dragomi aussi, c'est un influenceur. Oui. Non, alors, son ventre, il peut vraiment... Oui. Il a de quoi influencer. Hein. Donc, pour ne pas oublier d'autres, hein, je voudrais... Alors, avant de partir, il y a François Aoudo qui faisait la question de savoir si les influenceurs tiennent compte du code, des dispositions du code du numérique. C'est le débat là où on l'a arrêté avant votre arrivée. Alors, docteur Maoussi, je suis influenceur, influenceuse, et je m'amuse sur Instagram ou bien TikTok. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la loi, avec le code du numérique? Justement, voilà. Nous avons remarqué que les influenceurs, les web activistes et les relayeurs parfois, qu'on a appelés clébés dans le système béninois, font partie des animateurs de l'espace, du cyberespace en ligne. Mais ils ne sont pas protégés par le code de l'information et de la communication comme les web journalistes. Alors que le code du numérique traite monsieur tout le monde. S'il arrive qu'un influenceur tombe dans le code du numérique, il est traité comme un citoyen lambda et sera traité comme tel. Et on sait en cette matière que le code du numérique criminalise les délits même d'expression ou d'opinion. Et c'est à cela que c'est devenu un peu compliqué de faire ce métier-là, si on en a fait un métier. C'est-à-dire, vous pouvez dire des choses, peut-être la parodie, de l'humour, mais une personnalité peut se sentir atteinte dans son honorabilité. Et en ce moment-là, il vous est en justice et il va gagner le procès. Parce que ceux qui ont la couverture de dire des choses par la caricature et autres, ce sont les journalistes. Et le code du numérique renvoie à l'article 558 à leur code de l'information et de la communication. Donc, tel que ça se passe en l'état des choses, les influenceurs, les web activistes et toutes les autres catégories ne sont pas vraiment juridiquement protégés par cet arsenal juridique. Eh bien, il se trouve que ce n'est pas que le code numérique, le code du numérique, la seule menace auquel
pourraient être exposés les influenceurs, les influenceuses. Et là, je vais donner la parole à quelques influenceuses sur ce plateau parce qu'on a observé qu'il y a aussi du harcèlement. C'est vrai, on aime bien être sur leur page, profiter du contenu qu'elles nous proposent les influenceuses, mais derrière, il y a du harcèlement. Est-ce que vous avez été déjà victime, Madame Schmutz? Ouais, le micro, s'il vous plaît. C'est quelle, madame? Voilà. Est-ce que vous avez déjà été victime de harcèlement, vous, sur vos contenus, vos pages? Harcèlement verbal, physique ou bien tout? Bon, sur les réseaux sociaux, ça peut être verbal, j'imagine. Bon, personnellement, je ne vais pas mentir, moi, non. Peut-être 1-2 fois en 6 ans où j'ai eu des messages méchants, mais franchement, pour ma part, je n'en ai pas expérimenté. Mais je crois que j'ai entendu que mademoiselle, oui, par contre, donc je pense que Nalia, oui, on va l'écouter. Moi, je suis presque tout le temps harcelée. Comment? Je Par subis qui? ça tous les jours. Pas déjà mes abonnés. Il y a de mes abonnés, il y a aussi des personnes dont je n'ai pas connaissance. Parfois, je croise des posts. Jusqu'à hier, il y a une femme dont j'aimerais taire le nom. J'ai reçu des captures d'écran où elle a fait... J'étais partie quelque part. J'étais sortie voir un artiste presté. Et quand j'étais partie, il y a un des artistes qui m'a reconnu et a appelé mon nom. Je suis montée sur le podium et jouais du gangan et j'ai dansé. Quand j'ai dansé, on m'a pris en photo. Et la page m'a dit, tu vas relayer les photos. Comme la page a relayé les photos, il y a la dame qui allait sélectionner spécialement ma photo. Sincèrement, j'ai même voulu porter plainte. Mais je me suis dit, bon, après tout, c'est ma publicité qu'elle est en train de faire. Autant faire ce qu'elle décide. Parce que moi, je ne serai jamais, je ne vais pas me rabaisser à son niveau. Je subis trop d'harcèlement. Et déjà, on me traite peut-être de prostituée, qu'on appelle souvent les busy girls, aujourd'hui au Bénin. Ou bien on me dit que je suis en train de virer à la dérive, que je laisse le chemin du mari. Est-ce que avant de parler mari sur les réseaux, je ne sortais pas dans ma famille? Est-ce que je ne m'amusais pas? Est-ce que je n'avais pas une autre vie? Vous aviez une vie, forcément, voilà. avant de venir justement, donc, sur TikTok. Et bon, je vais être peut-être un peu longue, vous allez beaucoup m'excuser, mais oui. Comment appelle-t-on? Et concernant les trucs de sortie, les bails du genre, tout le monde sort, tout le monde s'amuse et tout, et je ne trouve pas pourquoi on essaie de m'incriminer à chaque petit pas. Parce que déjà, moi je trouve que c'est parce qu'ils ont eu à chercher la faille dans ma vie qu'ils n'ont pas trouvé, qu'ils essaient de s'acharner juste pour pouvoir me déstabiliser, juste pour pouvoir m'écraser, parce qu'ils voient peut-être une étoile en train de briller en haut de moi. Donc, Monsieur Nelson, est-ce que c'est une conséquence... Où est le micro, s'il vous plaît? Il faut lui passer le micro. Est-ce que c'est aussi une conséquence de la célébrité, toute la visibilité que peut offrir les réseaux sociaux aux influenceuses? Bon, je pourrais dire que oui, parce que le problème qu'on a, c'est que quoi? C'est avec les réseaux sociaux, tout ce que tu fais, on peut le voir. On peut même enregistrer, ça peut prendre d'autres longueurs. Donc c'est un problème qui est lié au fait d'être influenceur. On ne peut pas vouloir éviter ça. Je pense qu'il faut faire avec. Donc l'idée c'est, on peut peut-être aller sur, je sais pas, soit essayer de varier le contenu pour peut-être essayer de toucher différemment la communauté. Peut-être il y a la manière dont... Oui, mais il y a des influenceurs qui exposent leur vie, justement, et c'est ce qui leur attire du trafic, du flux. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas décider de... Voilà, j'ai posté et les gens ne doivent pas commenter ou doivent éviter les commentaires. Ça n'a rien à voir avec les commentaires. Rapidement, s'il vous plaît. On va aller très, très, très vite, s'il vous plaît. Bon, moi, je vais dire simplement que des fois, en tant qu'influenceur, on comprend que des gens ne soient pas d'accord souvent sur certaines de nos prises de position ou bien sur certains de nos agissements. Il y a des gens qui, derrière leur écran, vous idéalisent. Quand vous apparaissez sur leur téléphone, dans leur intimité, et que, voilà, ils se sont fait une image de vous, et que, voilà, ils oublient que vous avez aussi une vie. Plus vous voient dans une autre posture. Voilà, ils oublient que vous avez une vie, que vous avez des avis,
qui peuvent ne pas être forcément ceux dans lesquels, ceux auxquels ils souhaiteraient que vous, par exemple, si il y a des sujets qui fâchent, sujets politiques, il y a certains faits de société qui fâchent. Moi, j'ai déjà enfermé des gens parce qu'ils m'ont accusé des choses que je n'ai pas faites sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux ont permis à tout le monde de rentrer dans la vie de tout le monde. Admayaditiv, rapidement. Je viens, je Merci. tout à l'heure. L'harcèlement, c'est au quotidien chez nous. Parce que... Ah, vous aussi? Oui. Mais vous êtes pourtant, c'est un personnage, exactement, vous êtes une page, on ne devrait pas vous connaître. C'est la page qui est harcelée. Alors, comment la page est harcelée? Comment harcèle-t-on une page? Je vais m'exprimer. Oui. Tout à l'heure, quand je prenais la parole, j'ai dit, moi, j'ai fui mes responsabilités en ne voulant pas afficher mon image. Donc, je suis resté derrière un média. Oui. Parce que Eric n'a pas la capacité de supporter l'harcèlement. Mais derrière un téléphone, en tant que média, je fais tout. Et il y a des artistes qui pensent que Mayaditiv aussi les harcèle. Quand je prends ce qu'elle a eu hier, par exemple, c'est parti d'une publication que j'ai faite. D'accord? Et les internautes sont partis dans un autre sens, alors que moi, je voulais mettre de la lumière sur elle. Mais c'est le métier qui est comme ça. C'est le métier qui est comme ça. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous laissez tomber. Elle pourrait remarquer que peut-être, au cours de la journée d'hier, ses abonnés ont grimpé. C'est comme ça se passe. Ou bien, voilà. Donc, chaque fois que tu as envie de faire grimper tes abonnés, crée la polémique. Nous, mais les Ivoiriens sont champions. Hein, oui. Ça, c'est leur chose. Je veux rapidement, par rapport au code du numérique. Oui. Nous, en 2017, quand on créait Mayaditiv, il n'y avait aucun média digital dans ce créneau-là au Bénin. Aujourd'hui, ça foisonne, mais il n'y avait aucun média dans ce sens. Et le code du numérique aussi venait. Pendant les 2 premières années, j'étais à l'OCRC presque toutes les semaines. Mon numéro a été bloqué, mon compte a été bloqué, et jusqu'au point où, quand vous allez là-bas pour porter plainte contre moi, on m'appelle directement. Vous voyez? Parce que devenu un pèlerinage. On ne connaissait pas réellement tout ce que ça impliquait, le travail qu'on faisait. Parce que nous, on se lève le matin, on a envie de faire distraire les gens, on écrivait seulement. Aujourd'hui, on se couvre un peu derrière le code de l'information parce qu'on se dit en griffe étant un média. Ça nous protège un peu plus. Donc, moi, je me lève des matins, il y a une chanson peut-être qui sort, je donne mon avis. Bon, Mayaditiv donne son avis, c'est pas Eric. Oui. Mayaditiv donne son avis, cette chanson, on n'aime pas. D'accord? L'artiste aurait sorti 5 millions, il a fait ça, il a sa mettre une phrase. Nous, on met juste une seule phrase et nous sommes des influenceurs. On influence la communauté. Est-ce que parfois aussi, ce n'est pas des appels de pied, peut-être pour amener l'artiste à s'intéresser à vous? Non, à prendre en compte dans sa communication. Pas comme mon cher ami l'a dit tout à l'heure, mais il arrive. Vous savez, nous sommes des hommes. Les influenceurs, c'est avant tout des hommes, d'accord, qui ont des émotions. Voilà. D'accord. Je peux être... Qui ont des besoins. Voilà. Qui ont aussi des charges, des factures à payer. Qui ont des factures à payer. Je veux qu'on passe le micro avant Kamal, Madame Mira. Alors vous aussi, racontez-nous quelques expériences de harcèlement dont vous avez été peut-être toutes les femmes qui sont ici savent qu'on est harcelé chaque jour. Moi, chaque jour, je suis harcelée parce que déjà, ils ont leur appellation, la busy girl ou prostituée. Donc, quand tu fais une vidéo, on t'appelle busy girl, les gens entrent dans ton inbox et disent c'est combien, tu prends combien? Bien sûr. Directement, comme ça. Bien sûr, oui. Et vous répondez quoi? En fait, si je dois me mettre à répondre à tout le monde, on ne va pas quitter ici. C'est ça. Ouais. Donc, quand on te voit en même temps, on dit busy girl, tu fais quoi? Voilà. Quand tu postes une vidéo, ils sont là, on te critique mal. La dernière fois, j'étais allée au marché. Ce qu'ils oublient, c'est avant d'être sur les réseaux, j'ai une vie. Donc, j'étais allée au marché, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait, je m'arrêtais pour acheter. Quelqu'un m'a filmé. Après, la personne vient mettre sur TikTok votre
star ou votre influenceuse qui s'arrête pour acheter au marché. Je n'ai pas compris. Mais je vais comment? Je n'ai pas compris. Je vais acheter. Donc, ça n'a pas de sens en fait. Chaque jour, on vous achète. Tu prends Zem, on dit ouais, elle a pris Zem, on te filme, on pose que votre. Donc, c'est un peu comme ça. Chaque jour, tu es harcelé et c'est à toi de savoir comment gérer et tout. Une question de Yann rapidement, avant d'aborder le deuxième aspect de harcèlement. Parce que, à vous et surtout à Yenalia, que je regarde depuis avec beaucoup de salive dans la bouche. Ah, est-ce que vous êtes conscient? Yann, c'est de l'harcèlement. Justement, que j'ai presque envie de harceler, mais aujourd'hui on a donné à ce mot une connotation. Vous n'avez plus le droit de dire à une femme à quel point elle vous observe, elle est belle, ce qu'elle dit vous plaît, vous passez votre journée à regarder ce qu'elle fait. Oui, c'est aussi une forme de harcèlement que vous exercez sur moi. Mais est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient quand vous vous produisez qu'il y a des gens qui vous disent j'aime, j'adore? Est-ce que vous êtes conscient que derrière cela, ils développent certaines attitudes? Ou plutôt, je veux dire, est-ce que vous pouvez nous faire croire que vous n'êtes pas conscient que derrière, il y a quelques dérapages, il y a quelques envies qui naissent, il y a quelques propositions qui arrivent, il y a forcément qu'il y aura un impact? Est-ce que vous pouvez nous dire que vous n'êtes pas conscient de tout cela? Je suis là. Je suis très très consciente, mais je ne suis pas le Dieu qui m'a créé. Parce que c'est ce Dieu qui m'a doté de peut-être ces qualités-là que vous admirez en moi. Donc là, ce n'est pas totalement ma faute. Mais si vous m'harcelez, c'est de votre faute. Parce que vous avez choisi. C'est de ma faute si vous êtes belle, quoi. Non, si vous m'harcelez, c'est de votre faute. Alors, l'autre aspect du harcèlement, c'est que parfois, les jolis profils, les belles photos dans des décors paradisiaques exposés par les influenceuses cachent aussi des réseaux de prostitution. Il y a de plus en plus des dénonciations sur Facebook de TikTokeuses ou choses qui sont en fait des professionnels de la prostitution. Est-ce que vous êtes au courant de cette réalité? Sonia, est-ce que vous avez appris, vous avez pu lire cette dénonciation? Déjà, par rapport à l'harcèlement et tout ça, les filles du courage, bienvenue. Je crois que je suis au cœur des polémiques. Une fois que vous choisissez de vous exposer, il y a le côté positif et le côté négatif. Derrière, vous allez vers des coachs qui vous forgent un mental d'acier et vous profitez même de ces bad buzz. Il y a des bad buzz, il y a des bons buzz et des buzz qui se créent. Donc, on s'adapte. Heureusement que la loi numérique nous protège aussi. Tu as la possibilité d'identifier dans le lot quelqu'un qui peut te servir d'exemple. Voilà. Et même qu'ici, il y a quand même des influenceurs que je vois ici qui ont eu à m'attaquer plus d'une fois, mais ils ont fini par s'habituer. On finit par s'habituer. Et notre environnement est austère. Quand tu es une femme, peu importe, ce n'est pas seulement l'influenceur, l'influenceuse, tu t'exposes, tu parles, tu es victime de tout. Donc, ça, c'est une réalité. On se conforme à ça. Maintenant, les influenceuses qui ont des réseaux de prostitution, qui sont des géreuses de busy et qui montrent une vie, aujourd'hui hôtel, demain l'autre hôtel, on sait qu'elles n'ont pas de métier, ou qui vendent des mèches, ou qui vont ci, qui vont ça. Parce qu'il faut toujours... Non, attendez, il faut toujours... La plupart, en fait, celles qui sont dénoncées, celles qui sont affichées, ont toujours un écran. Il n'y a pas d'influenceuse qui se lève, qui va d'un hôtel à un autre et qui, s'il y a des preuves, si c'est dénoncé, c'est le mode de vie. Elles profitent de ce média-là. Et malheureusement, il y a nos petites sœurs qui admirent cette vie-là. Justement. Insulte, par exemple, l'influenceuse qui met son pas, un débardeur qui va au marché et qui prend Zémidjan. À force de subir ces harcèlements-là, ces réflexions-là, tu commences par développer des vices. Entre-temps, si tu n'es pas bien barricadé et tu ne sais pas ce que tu veux faire vraiment de ta popularité, tu vas dévier facilement. Ouais. C'est ça en fait. Alors, la dénonciation dont je parlais, c'est beaucoup plus sur Facebook. Je veux demander à un des acteurs justement de cette plateforme-là, est-ce que ceux qui font ces dénonciations sont vraiment informés, ont des preuves qu'effectivement il y a des réseaux de prostitution qui se cachent derrière des influenceuses, certaines influenceuses? Ok, merci. On m'appelle Bishop, donc c'est plus simple comme ça. Bishop. Donc derrière le mot harcèlement varie. Il faut qu'on comprenne les femmes. Souvent c'est des jeunes désœuvrés qui harcèlent. Mais les hommes riches et puissants la harcèlent pas. Vous voulez qu'on se dise la vérité? Oui. Il y a des hommes s'il vous plaît, on va l'écouter. Ils ne prennent pas le même canal,
Mais ça n'a pas les mêmes connotations, ça n'a pas les mêmes... Il faut comprendre. Vous ne pouvez pas être star sur Facebook, sur TikTok, jolie dame, charmante, superbe, sans avoir des sponsors. C'est pratiquement impossible, je vous appelle. Il faut aller dans les grands magasins, il faut connaître Dubaï, il faut aller en Turquie. Aïe. C'est quoi cette histoire? Toutes les jeunes femmes aujourd'hui ont un modèle. Et quand elles veulent poursuivre, quand elles veulent être abonnées à votre page, c'est parce que vous leur vendez ce rêve-là. Et ce rêve a un coût que vous ne pouvez pas financer par des activités traditionnelles. C'est impossible. Nous sommes au Bénin, nous connaissons notre niveau de vie. C'est ça. Et quand vous voulez vendre du rêve, c'est ce qui marche le plus. Il faut forcément que vous trouviez des sponsors. Et ces sponsors-là ne sont jamais tout à fait trucs-là. Ils ne sont pas désintéressés. Ce pas des philanthropes. Ils ne sont pas désintéressés. Et lorsque vous regardez les stars les plus connus, on a tous vu après les histoires derrière. Donc quand une femme se plaint de harcèlement, pour moi, ce n'est jamais vraiment honnête. Ah ouais. Parce que derrière, il y a toujours une petite partie du profit. D'une façon ou d'une autre, elles en profitent. Même si c'est pour se faire. Alors, elles ne sont pas d'accord. Elles sont pas d'accord. Et elles veulent réagir. On va écouter 2 réactions de femmes et puis Kamal, on va conclure cette émission. Oui, madame. Moi, je pense personnellement... S'il vous plaît, on écoute. Les femmes ont été... On a un temps. S'il vous plaît. Non, il faut la laisser réagir. Je pense personnellement que le débat sur l'influenceur, c'est plus psychologique. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que être influenceur, c'est aller faire des grands shopping, s'offrir une vie de luxe, et qu'aujourd'hui, nous, jeunes Africains, on n'a pas ces moyens-là. Donc, c'est plus psychologique pour beaucoup d'influenceurs parce qu'ils savent que ça leur profite. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de boutiques en ligne. Les gens commandent en ligne, on commande en ligne. Donc, ça leur profite. Donc, moi, je préfère qu'ils acceptent tous le thème influenceur parce qu'ils ont aussi influenceurs, tu vois. Donc, c'est mon avis. OK. Madame Djoui? Alors, moi, je tenais à me prononcer pour être farouchement contre ce que j'ai entendu tout à l'heure. Excusez-moi, farouchement. Je le revendique fermement, je suis désolée. On ne peut pas dire qu'une femme qui est harcelée sur les réseaux, elle a une part Pardon. Ne rentrons pas dans ce débat-là. Okay. Vous savez, sur Internet, il y a tout. Que ce soit dans le rang des hommes que dans le rang des femmes. Il y a de ces hommes-là, influenceurs comme influenceuses, qui ne sont pas ce qu'ils prétendent. Il y a 2 jours, je crois, j'ai lu sur les réseaux sociaux un monsieur qui dénonçait un fait comme quoi des gens iraient nouer des accords avec des agents de banque pour louer de l'argent, louer des sacs d'argent, venir chez eux, faire la frime sur les réseaux sociaux et après retourner ces sacs-là et paye pour la location. Ça sort de l'entendement, mais c'est pour dire, un homme, on ne dirait pas à un homme, par exemple, que s'il est harcelé, c'est parce qu'il a des intérêts. Pourquoi est-ce qu'on veut attaquer les femmes qui décident de s'exposer? Sonia l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on est une femme, c'est à croire qu'on a commis un crime. Lorsqu'on ose un peu sortir du carcan dans lequel la société veut nous mettre. Au même moment, c'est quand même une réalité. Oui, c'est une réalité, je n'en disconviens pas, mais ça ne veut pas dire que n'importe quelle femme, d'accord, qui est harcelée, systématiquement profite derrière. Non, il y a des femmes qui ont encore une belle éducation dans notre pays, qui subissent ces choses-là parce que justement, la société a fini par penser que les femmes ne sont pas capables de s'imposer. Et donc, si une femme arrive à se dégager du lot, c'est que derrière, il y a de la prostitution. Je suis désolée, je vois il y a des féministes manifester le désir de prendre la parole. Vous savez, on a largement dépassé le temps imparti à cette émission. On va arrêter. Non, c'est fini complètement. On va poursuivre les discussions en antenne. Déjà que j'ai du mal à gérer la durée qu'on a faite. Merci à tous. Merci d'être passés sur ce plateau. Je vous promets, on fera une deuxième émission, toujours sur la même thématique. Peut-être voir maintenant le côté harcèlement et prostitution liée à ce métier d'influenceur, le cyberharcèlement. Ce sera toujours avec le concours de Dr Moïse Lasma aussi chez Experts. Merci Diarra Sako d'être passé. On va passer TikTok en dernière partie de cette émission. Il n'y a pas de souci. Merci Roméo Akloso de nous avoir facilité ainsi la tâche. Hey, je veux être influenceur, je suis censé faire quoi? Eh ben il faut créer du contenu, te différencier et surtout être patient. Pourquoi patient? Combien d'abonnés il me faut? Ça dépend, quelques dizaines de milliers peuvent suffire. Ok, et après je fais quoi? Si ton contenu est de qualité et ton audience engagée, les marques te remarqueront. Je veux en savoir plus. Eh ben abonne-toi.
Voici le top 5 des TikTokers les mieux payés. Numéro 5, Addison Rae, entre 21 000 et 36 000 $ par poste. Numéro 4, Riaz, entre 22 000 et 37 000 $ par poste. Numéro 3, Zach King. Numéro 2, Lauren Gray, entre 25 000 et 42 000 $ par poste. Numéro 1, Charli D'Amelio, entre 30 et 50 000 $ par poste. « 120 millions d'abonnés. Charli, c'est vraiment l'influenceuse numéro 1 au monde. Non, t'es loin, c'est Cristiano l'influenceur numéro 1. Ah ouais, pourquoi? C'est l'humain le plus suivi au monde avec 300 millions d'abonnés sur Insta. Mais il n'est pas encore sur TikTok. Il fait plus d'argent que n'importe quel autre influenceur, 1 million par post sponsorisé. Ah ouais, pas mal. Et il a même signé un contrat à vie avec Nike pour 1 milliard $. Je veux en savoir plus sur le milieu des influenceurs. Bah abonne-toi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'est la dernière émission de l'année 2021. Je vous profite pour vous faire mes vœux de bonnes et heureuses années, fêtées dans la paix, dans la joie, et surtout que Dieu nous accorde tous la santé. Quant à vous, chers experts, on se retrouve dans la première semaine de janvier. Et notre première émission de l'année prochaine, ce sera, vous parlez de quoi? De religion. Puisque, sera content. Oui, forcément. J'espère qu'il sera là, parce qu'il faut absolument qu'il soit là pour apporter de la contradiction dans les discussions. Je ferai en sorte de meubler ce plateau avec les adeptes du vaudou. En tout cas, le plateau s'annonce très alléchant. Et ce sera aussi en compagnie d'artistes tels que les frères Yadenga et Sabouran Danielou. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.